Bienvenue sur À contre-cliché, le podcast qui bouscule les normes. Un espace pour raconter, comprendre et remettre en question les schémas qu'on nous a appris à accepter. Parce que derrière chaque histoire, il y a des mécanismes que l'on peut déconstruire. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet dont on parle peu ou mal, la PMA. 3 lettres qui, sur le papier, ressemblent à un parcours médical. Mais dans la réalité, c'est souvent un parcours du combattant. Aujourd'hui, Laetitia nous raconte. Elle raconte les injections, les rendez-vous, l'attente, l'espoir qui monte et les chutes brutales. Elle raconte ce que ça fait au corps, ce que ça fait à la tête, ce que ça fait au couple, à l'entourage et à soi. À travers son témoignage, une chose devient évidente. La PMA n'est pas seulement une question médicale, c'est un sujet politique, un sujet d'accès, un sujet d'inégalité. Pourquoi certaines personnes doivent s'endetter pour avoir une chance? Pourquoi la souffrance est-elle aussi invisibilisée? Et pourquoi les personnes autour se sentent souvent impuissantes. Cet épisode, c'est une plongée dans une réalité qu'on préfère souvent ne pas regarder en face. Bonne écoute. Bonjour, Est-ce que je peux te laisser te présenter? bien sûr. Donc, je m'appelle Laetitia, je vais avoir 45 ans dans quelques mois. Je suis traductrice dans la vraie vie et je gère une entreprise de traduction. Et ce qui m'amène à échanger aujourd'hui avec toi, c'est mon parcours de PMA. Alors, comment tout ça a commencé pour toi? Alors en fait, après de longues années en couple, on a décidé d'avoir un enfant. On savait que ça serait un petit peu compliqué puisque mon conjoint avait une mobilité de spermatozoïdes réduite et donc du coup, l'indication était naturellement la PMA, donc la procréation médicalement assistée, avec en fait une aide, on va dire assez avancée, donc une FIV, une fécondation in vitro, ICSI, où en fait les généticiens en fait choisissent les spermatozoïdes qu'ils considèrent être les meilleurs avec les plus fortes probabilités de fécondation. Donc on a décidé de commencer le parcours en Espagne parce qu'on se trouvait physiquement à Barcelone et que j'avais pas forcément entendu de bons échos de la prise en charge française, que je connaissais un peu le parcours, c'est-à-dire que je trouvais très administratif, où il fallait être attaché à un centre de PMA, qui déjà était compliqué pour nous parce que moi, en tant que traductrice, je voyageais beaucoup. Du coup, je n'avais pas forcément envie d'être attachée à un centre en particulier et j'avais pas envie d'être gérée, on va dire, par un centre administratif. Je trouve que notre situation, quand on a envie d'avoir un enfant, je crois pas que ce soit administratif. On n'était pas mariés et du coup, je m'étais empiriquement dit que, j'avais pas envie de me marier pour ça, déjà d'une part, et que, j'avais pas envie que ma vie soit analysée administrativement là aussi. Et je me disais qu'à l'étranger, ça serait plus rapide, ça serait plus simple, avec la contrainte non négligeable, de l'aspect financier. Donc, on avait décidé de démarrer en Espagne. Et puis finalement, juste avant le démarrage, je me suis dit, mais moi, j'ai pas de problème de fertilité. Pourquoi pas démarrer peut-être un protocole plus doux? Et du coup, on a démarré au Danemark. Donc là aussi, on va dire, on a appris, hein, on a fait nos classes. Et en fait, ça démarre, en fait, j'allais dire comme n'importe quelle femme démarre et qui se dit, pourquoi ça marcherait pas? Donc, on a commencé par une insémination où il y a une fausse couche biochimique. On a enchaîné le mois d'après, et c'est important le mois d'après, c'est-à-dire qu'on m'a pas fait attendre des mois et des mois, sur une FIV où en fait on avait de très bons résultats. On avait 11 embryons à J5. Donc J5, c'est après 5 jours de fécondation. Et il en restait, pardon, je dis bêtises, J5, 11 à J3, donc au 3e jour, et 3 à J5, qui est relativement, c'est des bons chiffres. On m'implante le premier tout de suite, qui s'accroche et où j'ai une fausse couche en fait à 10 semaines. Donc en fait, la fausse couche, je fais un curetage en Espagne. Et l'Espagne pratique le diagnostic génétique, donc ce que beaucoup de pays font, hein, dont la France aussi, pour analyser en fait la cause de cette fausse couche. Il s'est trouvé que c'était une anomalie génétique du chromosome 16, qui a son importance aussi, parce que le chromosome 16, ce qu'on sait peu, c'est en fait l'anomalie la plus commune. Donc toutes les fausses couches sans raison d'âge. Alors du coup, l'anomalie du chromosome 16, c'est important de le mentionner parce que c'est une anomalie qui est commune en fait à la majorité des fausses couches. Ça, sans raison d'âge. Et les anomalies génétiques en fait pour cause d'âge, généralement, sont les trisomies 11, 13, 15, 18 et 21. Et donc évidemment, après cette fausse couche, il me restait donc 2 embryons que j'avais plus du tout envie de transférer parce que j'étais vraiment terrorisée. En fait, je me disais, je peux pas vivre 3 mois comme ça à attendre, sachant qu'à 10 semaines, on a entendu le cœur battre. On n'est pas loin, on est à 2 semaines de cette étape fatidique dont on ne parle pas, en fait, des 12 à 14 semaines. Et du coup, je découvre
toujours en fait qu'au Danemark, le diagnostic génétique en fait était interdit. Donc du coup, je me dis ces embryons sont quelque part, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de deuxième enfant, donc je sais qu'ils sont quelque part, mais je ne sens pas du tout capable de les transférer parce que je peux plus vivre ça. Donc on se dit revenons au point de départ, à notre idée de départ qui était Barcelone. Et là, je découvre en fait tout un autre monde très médicalisé, très commercial aussi, c'est-à-dire il y a vraiment une structure. Et quand je dis commercial, je le dis pas dans le sens péjoratif du terme. Je sais qu'il y a des cliniques bien sûr qui sont un peu les PMA, enfin les supermarchés de la PMA. Moi, on va dire dans ce malheur-là, j'étais un peu désespérée et je cherche une gynéco par recommandation et j'en trouve une au hasard. Et c'est celle qui en fait m'indique, c'est elle qui me fait le curetage et elle me dit mais notre clinique elle fait la PMA aussi. Je me dis c'est génial. Alors plus cher que les fameux supermarchés de la PMA, mais je me sentais en confiance avec elle. Il y a quelque chose qui est passé. Voilà, on s'est comprise. Elle parlait français. Ça m'a rassurée parce que alors que je parlais espagnol, c'est un vocabulaire en fait qui est très nouveau, qui est très technique, etc. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Et donc on a refait une ponction 2-3 mois après, qu'elle m'a fait faire toute une batterie d'examens qu'on m'avait jamais fait faire à ce stade-là. Donc c'était pas les examens basiques, mais elle voulait valider. Là aussi c'est important. Elle voulait valider que j'avais pas de problème d'immunité, que j'avais pas de problème d'endomètre, que j'avais pas des restes liés à cette fausse couche, etc., etc. Donc c'était frustrant parce que, comme beaucoup de femmes le disent, 1 mois d'attente, c'est 1 mois de perdu et c'est très difficile à vivre. Dit comme ça, je peux comprendre que un kidam va pas comprendre parce que 1 mois c'est que 28 jours. Lorsqu'on est en PMA, c'est extrêmement difficile parce que on subit le temps. Donc aujourd'hui que j'en suis sortie, j'ai le recul, j'ai la distance, je sais que 28 jours c'est pas long. Et en PMA, en fait, 1 mois, c'est 1 mois de perdu et c'est 1 mois de perdu à un âge où on peut plus se permettre de perdre autant de mois. Donc on fait une première ponction qui est super bonne, connaissant la qualité du sperme de mon conjoint, où on a 2 embryons euploïdes, donc c'est-à-dire qui n'ont pas d'anomalie chromosomique et donc du coup transférables. Malheureusement, aucun des 2 ne s'accroche. Donc là, c'est un coup dur. C'est un coup dur aussi parce que chaque tournée, c'est 10 000 euros. Donc ça veut dire le mois prochain, si on veut retenter, il faut avoir 10 000 euros. On retente, je crois, en septembre. Et là, on se dit, bon, on va en enchaîner 2 pour maximiser. Donc la première, en fait, donne un embryon euploïde. Donc là, c'est la douche froide. Et là aussi, c'est difficile à comprendre de l'extérieur. Mais en fait, les espoirs dans chaque parcours, en fait, c'est que des mauvaises nouvelles. À partir du moment où on a eu la ponction, tout peut aller, enfin rien ne peut aller bien parce qu'on va perdre tout le temps, on va perdre en fait constamment des embryons. En fait, il y en a entre le premier jour de la fécondation, le J3 où on voit combien reste et J5 en fait on en perd. Tout à l'heure je te parlais de 11, on avait 11 à J1 de fécondation, toujours 11 à J3 et à J5 on n'en avait plus que 3. Alors c'est rigolo parce que quand on démarre le parcours en fait on se dit c'est des chiffres, en fait tout est bien, en fait on se dit 3 c'est bon on en a assez, mais après on rentre dans une autre logique en fait on peut faire l'écureuil, en fait on se dit il faut que j'en stocke parce qu'on pense aussi à un deuxième enfant et donc là j'en ai que un de qualité qui n'est pas optimale. Alors en Espagne la gradation est différente de ce qu'on connaît en France. En France et d'autres pays il y a 2 lettres, en Espagne c'est A, B, C. Donc mon fils n'était qu'un B. Je me dis oh là là les A ne s'accrochent pas, qu'est-ce qu'on va faire avec un B? Et donc on enchaîne la suivante à 10 jours d'après, donc sur le même cycle en fait pour maximiser et là il n'y en a aucun qui sera transférable. Et là, je me dis, en tout et pour tout, on n'en a qu'un seul. Je me disais, on n'en a pas assez, parce que j'étais toujours dans cette logique du chiffre. Je pars voir ma sœur en Nouvelle-Calédonie, parce que je me dis, là, il me faut un break. Je vois autre chose, parce que je vais devenir folle. Et ça, c'est un point très important aussi dans la PMA. On a l'impression que personne nous comprend, et puis je crois qu'on veut aussi que personne ne nous comprenne quelque part, parce que personne ne vit ce qu'on vit, et donc en fait, on donne la légitimité à personne de dire je comprends quelque part parce que personne ne connaît ces montagnes russes qui sont constantes. Je rentre dans un meilleur état d'esprit à me dire on en a un et donc il s'accroche et donc mon fils est né de cette PMA. Et c'est marrant parce que avant de lancer le podcast, j'étais assez sûre que tout ça c'était derrière moi, qu'il n'y avait pas d'émotion et c'est pas le cas. Donc ça c'est le parcours pour avoir mon fils. On a retenté après pour avoir un deuxième enfant. On a fait 4 ponctions. Pour des raisons de coût, à un moment donné, on est parti en République tchèque. On s'est dit que ça serait moins cher. Et on est revenu à nos premières amours, là aussi en Espagne, parce que ce tour d'Europe de la PMA m'a permis de voir aussi où était la vraie expertise. L'expertise, elle est du côté de l'embryologue, c'est-à-dire celui qui sélectionne le spermatozoïde. Et ça, je pense que l'Espagne a vraiment une longueur d'avance scientifique. Et donc aussi, pour dire ce qui m'amène à échanger avec toi aujourd'hui, c'est qu'il y a des difficultés d'accès en France. Il y a un retard scientifique, des médecins qui ont un discours approximatif et un parcours administratif où en fait on est
on est soumis au bon vouloir des médecins. Moi, dans mon parcours, ce que je retiens, c'est que j'ai eu les moyens de payer. Alors, je les ai eus, enfin, c'est facile à dire comme ça nous en a coûté au-delà de l'aspect Mmh. financier. J'ai eu une gynécologue extrêmement soutenante quand j'étais vraiment au fond du trou. Elle me dit, tel que je te vois, en fait, tu vas y arriver, tu vas reprendre. Et elle m'a dit, parce qu'elle était la seule à pouvoir me dire. En fait, n'importe qui d'autre me l'aurait dit, ça m'aurait pas fait le même effet. Donc, elle m'a permis de me remettre en selle. Mais surtout, c'est les délais. En fait, on pouvait réessayer tous les mois. À partir du moment où il n'y avait pas de contre-indication médicale, il y en a rarement. À partir du moment où le bêta est à 0, on est physiologiquement pas enceinte, on peut retenter le mois d'après. Et en France, c'est un peu le discours inverse, on vous fait attendre. En fait, en Espagne, ce qu'on dit, et ce qui, je trouve, est assez logique, le processus de fertilité, il est là. On est boosté par des hormones, et j'ai des dizaines d'exemples de femmes qui me disent je suis tombée enceinte naturellement, juste après une stimulation qui n'a pas donné lieu à une grossesse. Donc voilà mon parcours. Donc j'ai un petit garçon aujourd'hui qui a 2 ans et demi. Je pense qu'on fait le deuil du deuxième enfant pour diverses raisons financières, l'âge, et aussi parce que je peux plus supporter ça. Mmh. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause ou ça va? Non, c'est bon. La PMA, malheureusement, c'est une question beaucoup de chance aussi. Moi, j'avais des paramètres de compétition, quoi. Et ça n'a pas suffi. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en PMA, en fait, les compteurs sont remis à 0. Tu peux avoir des stats de compète. Malheureusement, en fait, on rentre dans une logique médicalisée. Donc, on donne des médicaments pour stimuler ton cycle. Ce que ton cycle sait faire correctement, là, en fait, on s'en remet aux médicaments. Et les médicaments, certaines femmes réagissent mal, d'autres réagissent bien. Moi, j'ai toujours bien réagi. J'ai pas eu de problématique par rapport à ça, mais il faut accepter que c'est plus tes chances qui sont mises en jeu. Et ça aussi, c'est une partie frustrante. Alors, ce qu'on pense, c'est que on va choisir les bons spermatozoïdes du Mmh. partenaire, que ça, la nature visiblement ne sait pas le faire correctement. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui permet de remettre les compteurs à 0. Un point aussi important qu'on évoque très rarement en PMA et dont je me suis rendu compte en fait dans mon parcours, alors que je l'ai dit là d'emblée, lorsque c'est la femme qui a un problème, la femme elle le dit spontanément. Je ne peux pas avoir d'enfant, je suis infertile. La femme met les mots dessus. Moi, j'ai jamais été très à l'aise en fait de dire ça comme ça. Mon conjoint a une mobilité de spermatozoïdes réduite. Parce qu'on vit dans une société qui est ce qu'elle est et que j'ai pas envie de lui en rajouter une couche. Ça c'est déjà une chose, mais aussi parce que la société perçoit ça comme une virilité amoindrie. Voilà, donc c'est un tabou supplémentaire que portent les femmes. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis plus à l'aise avec ça, mais je le dirai pas à n'importe qui parce que je voudrais pas le mettre dans la gêne et qu'on oublie aussi parfois le conjoint, lui, il rase les murs. Hein. Même s'il y a des phrases maladroites, je me rappelle le premier échec, il me dit non mais il faut qu'on recommence tout ça. Et j'étais genre on recommence. T'as fait quoi dans l'histoire? Si tu peux m'expliquer juste. Voilà, mais voilà, je pense que les hommes sont pas à l'aise non plus. Ils se retrouvent dans des parcours de femmes. C'est pas très glamour. Hein. On va dans une petite pièce avec un film porno des années 80. Où, voilà, lui c'était ça. On sort complètement de la relation d'amour et puis surtout, enfin, je sais pas comment vivent d'autres couples, mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble et en fait l'amour ne suffit pas. Et t'es complètement dépendant de quelqu'un qui valide ton dossier en France, de quelqu'un qui veut bien te faire le traitement le mois prochain, qui si tu as que 5 ovocytes à prélever, il est d'accord. Moi j'ai eu cette chance dans ce parcours, c'est que tout s'est fait avec ma gynéco. L'un des transferts en fait qui n'avait pas fonctionné, je suis allée analyser mes données des sessions précédentes et j'ai vu par exemple mon taux de progestérone là où ça avait accroché était beaucoup plus élevé. Et je suis allée trouver ma gynécologue, lui dire voilà, est-ce qu'on pourrait pas supplémenter davantage? Et donc il y a tout un échange qui s'est mis en place. Elle me dit voilà, dans les études disent qu'un taux entre 10 et 20 c'est ok, mais que au-delà de 20 c'est encore mieux. Alors elle avait raison parce que ça peut même s'accrocher à moins de 10. Mais quand on est dans ce parcours-là, qui est très onéreux, on a besoin de maîtrise. Et moi ma manière de maîtriser, c'était en fait d'acquérir ces connaissances scientifiques et de mettre toutes les chances de mon côté. Et, alors c'est le cas, je pense aussi de toutes les femmes qui sont enceintes, mais quand on est en PMA, c'est encore pire. En fait, on veut être le parfait élève. On veut tout faire correctement. Ah, il faut plus que 20. Ok, j'aurais que 20. Faut pas manger ça. Faut pas prendre de bain. Faut pas aller se faire masser. Faut pas d'huile essentielle. On devient un peu taré dans ce parcours-là. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas si à la fin ça a fait que ça marche. En tous les cas, moi, psychologiquement, j'avais besoin de ça. En France, on n'aurait jamais accepté. J'aurais même pas eu accès à ces données-là. Il est fort possible qu'on m'aurait pas fait de prise de sang le jour du transfert parce que certains centres ne le pratiquent pas. Il est important de comprendre en fait, il y a une supplémentation qui est faite pour soutenir tout ce processus chimique qui n'est pas un processus naturel. On ovule à l'heure qu'on te dit d'ovuler par le médicament et donc du coup, le corps naturellement produit pas forcément la progestérone comme il en aurait
reproduit naturellement. Moi, j'ai pu voir pour mon fils, en fait, le jour du bêta, ma progestérone était très, très basse. J'ai appris que parfois, c'est aussi un bon signe parce que l'embryon mange tout ça. Mais voilà, c'est des connaissances, en fait, auxquelles on n'a pas accès en France parce qu'il y a un corps médical sachant qui se réserve la connaissance. Alors, je ne veux pas généraliser non plus, je ne veux pas dire que c'est comme ça partout, mais je suis spectatrice de suffisamment de parcours. Je vois les forums sur Facebook, etc., où je vois justement cette absence de connaissances scientifiques, parfois des discours qui sont faux scientifiquement. Ça me désespère parce que certains parcours, quand je les lis, quand je vois que la personne a 41 ans, 42 ans, ben, je me dis tu n'auras jamais d'enfant. Et cette personne, elle le sait pas. Une personne qui n'a pas les moyens d'aller à l'étranger, qui n'a pas l'accès à la connaissance ou qui a pas, en fait, qui fait confiance au système, ben, elle peut se retrouver sans enfant. Et ça, je l'ai beaucoup vu parce que moi, je suis française, je suis résidente fiscale française, j'ai vécu toute ma vie en France et j'ai vécu toute ma vie dans la croyance que le système de santé français était le meilleur au monde parce que c'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'on a la Sécu qui est géniale, mais c'est pas parce qu'on a la sécurité sociale, c'est pas parce que la première FIV au monde a été en France, l'année de ma naissance, donc c'est assez drôle en plus. C'est pas pour autant qu'on est toujours à la page. Et ce que j'ai comme sentiment, c'est un peu, il y a un peu cette arrogance à la française. Peut-être je le dis aussi parce que j'ai beaucoup voyagé, que du coup je vois mon pays avec distance, mais surtout en fait la conclusion c'est que ça me fait beaucoup de peine parce que je sais que beaucoup de femmes n'auront pas d'enfants à cause de ce système. Et j'ai peu de perspectives que ça évolue dans les quelques prochaines années parce que c'est un système qui se remet pas en cause. Je te parlais du diagnostic génétique préimplantatoire tout à l'heure, qui est légal en France. En France, lorsqu'on a des embryons qui sont issus d'une fécondation in vitro, eh ben on va tous les transférer jusqu'à épuisement, qui s'accrochent pas. Qu'on va pouvoir avoir, et là aussi, si le gynéco est d'accord, c'est l'analyse en fait de l'embryon après curetage. Donc en fait, on va connaître la cause du défaut d'implantation a posteriori. C'est mieux que rien parce qu'effectivement, s'il y a 3-4 fois la même cause, on peut peut-être se dire il faut investiguer. On va dire après 35 ans et à plus forte raison après 40 ans, ça va être des anomalies du chromosome 11, 13, 15, 18, 21 qui sont des anomalies liées à la trisomie. Ce qu'on oublie de dire, c'est que pendant 3 mois, on porte la vie et le curetage, c'est pas anodin. Même si on va pas jusqu'à un curetage, parce que dans mon parcours, j'ai aussi eu des fausses couches en fait médicamenteuses qui ont été vécues comme un accouchement. J'ai pris le médicament, j'ai eu des contractions dans les 5 minutes. Mon accouchement n'a pas été aussi douloureux que ma fausse couche. J'ai l'impression que tout ça en fait, parce qu'on est des femmes, c'est pas grave en fait. On peut souffrir et ça fait partie du parcours et voilà. Et il y a aussi un point invisible, c'est que moi j'ai la chance d'être à mon compte, donc mes rendez-vous gynéco, je peux y aller, mais j'ai perdu des matinées et des journées de travail. Lorsqu'on est salarié, j'ai des amis en fait qui m'expliquent ça. On va au labo très tôt, on va faire son échographie à 7h du matin, mais là aussi, si le centre coopère, j'ai des témoignages autour de moi de personnes à qui on dit parce qu'elles ont des difficultés d'organisation, si vous voulez un enfant, va falloir vous organiser. On rajoute de la culpabilité ou toutes ces phrases qui font mal. Tu vas à la pharmacie, le pharmacien a peur que la sécurité sociale ne le paye pas rapidement. Il te dit ces médicaments, ils sont chers. Et là, je me dis, moi qui ai fait une PMA à l'étranger, non remboursée par la Sécu, parce qu'ils estimaient que j'avais le temps et qu'il y avait des délais raisonnables en France, ou parce que je voulais faire le diagnostic génétique, qu'ils considèrent comme de l'eugénisme, moi, je paye la PMA à toutes ces femmes, que je ne me suis pas payée à moi. Mes impôts payent ça. Et ça me donne la rage parce que je trouve ça injuste. Et là encore, je peux me permettre de le dire parce que je suis privilégiée. Mais on n'est pas toutes privilégiées. Et puis, on n'a pas tout accès. Moi, ces informations avant la PMA, j'étais totalement ignorante de ça. Je connaissais rien. Je connaissais pas tout ce vocabulaire. Je connaissais pas tous ces circuits parallèles. Parce que moi, j'évoque l'Espagne, j'évoque le Danemark, la République tchèque. Mais il y a des femmes qui évoquent l'Ukraine, le don d'ovocytes, la GPA, etc. Donc, voilà, il y a plein d'autres manières. Parce que moi, j'ai eu de la chance que ça finisse par marcher. Mais si on perd 5-6 ans et qu'on arrive à un âge où techniquement c'est plus possible, c'est encore d'autres parcours, c'est encore d'autres épreuves. Il y a aussi ce parcours de la légalité. Et moi, je trouve ces courriers, par exemple, de la sécurité sociale française, mais d'une violence. On vous dit, c'est pas pris en charge parce que c'est illégal. J'ai l'impression que j'ai fait des expériences chez moi avec des embryons, etc. On parlait de la PMA aussi pour les femmes. On parlait avant de la PMA artisanale. Voilà, alors il y a une inéquité de droit parce que les législations sont différentes. Je veux dire, je peux l'entendre, mais aujourd'hui, en fait,
les femmes, elles attendent plus qu'on leur donne le droit. Elles vont à l'étranger lorsqu'elles ont les moyens. Donc ça, c'est aussi une réalité. Et il y a un autre point de la législation que souvent on méconnaît. En fait, on se dit tous, on vit dans l'Union européenne, donc il y a une libre circulation des capitaux, des personnes, mais certains actes médicaux sont soumis à entente préalable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la prise en charge française si on n'a pas cette entente préalable. Donc ça soulève aussi des questions juridiques. Pourquoi la législation française, elle est faite telle qu'elle, puisque de toutes les manières, on ne peut pas prétendre à un remboursement supérieur à ce que le droit français prévoit. Donc là aussi, pourquoi on est sous tutelle de l'État français, de la sécurité sociale française, qui est régie par le Code de la sécurité sociale, qui est encore un monde à part, assez obscur aussi. Voilà, et des échanges pas très agréables, pas forcément très réactifs. Et toujours ce côté sachant, ce côté administratif, où c'est eux qui décident de ta vie. Voilà. Et de ta vie, si tu auras un enfant ou pas. Ouais, et puis il y a plein de choses dans ce que tu soulèves. Il y a d'abord le problème médical. Effectivement, la France était le meilleur système de santé au monde fut un temps. Ça l'est plus du tout maintenant parce qu'en fait, à partir du moment où il y a eu la sécurité sociale, ce système qui était vraiment super, qui a été mis en place, n'a cessé de se prendre plein de bâtons dans la figure, qui fait qu'il a été très affaibli maintenant et que du coup le système de santé français, comme il n'y a plus les moyens qui sont mis, et ben en fait il y a de moins en moins de personnel, il y a de moins en moins de lits aussi, tout devient très très restreint et donc on n'a plus la même accessibilité aux soins que ce qu'on pouvait avoir avant, peut-être au profit de tout ce qui devient privé, peut-être que dans quelques années on va finir comme un système américain où il va falloir que chacun ait son assurance ou pas, je sais pas, mais moi c'est ce que j'observe personnellement et que je me dis plus ça va, plus on s'en rapproche et c'est quelque chose qui fait peur quoi, parce que c'est un système qui nous a été envié pendant quand même très longtemps et qui l'est toujours je pense. Il y a aussi donc quand on parlait de fertilité de ton conjoint, je pense que dans un couple, quand il y a que une personne pour qui il y a des anomalies, on va dire, cette personne-là aussi, elle peut avoir un sentiment de honte et surtout quand c'est l'homme et que le parcours PMA, c'est quelque chose de très féminin. Hein. L'homme peut se sentir complètement inutile en fait, parce que c'est la femme qui subit, c'est la femme qui prend les traitements et qui a les effets secondaires, etc. Et que l'homme dans le couple se retrouve à être soutenant, mais sans pouvoir faire grand-chose et à regarder ça aussi, et c'est un peu compliqué. Je me posais la question aussi de la temporalité. Pour toi, ça t'a pris combien de temps en fait à partir du moment où vous avez décidé d'avoir un enfant et de vous lancer dans le parcours PMA jusqu'à ce que tu aies ton fils? Quasiment 4 ans. Et pour le deuxième enfant dont on fait le deuil aujourd'hui, presque depuis son temps de vie en fait, hein, donc plus de 2 ans. Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au système de santé français. J'ai un petit peu plus d'espoir et peut-être aussi de nuances parce que je vois d'autres systèmes qui sont hybrides. L'Espagne est un pays où la notion de social, au sens noble du terme, existe vraiment. Il y a un service public qui fonctionne. Il est en difficulté aussi comme le système de santé français parce que ça reste un pays social, donc qui accueille aussi des gens faibles, qui n'ont pas les moyens de se soigner décemment, tout ça. Et en fait, il y a un système privé parallèle à ça, où on a sa mutuelle, qui reste très accessible en fait, à des coûts similaires à ce qu'on a en France. Et du coup, on peut choisir de te faire soigner dans le système public, avec un peu de délai, comme en France, ou dans le privé. Tu peux pas lâcher les deux. Tu as des mutuelles où tu dois consulter des médecins qu'ils appellent le quadro médico, dans un cadre, des médecins en gros qui ont des conventions avec la mutuelle, ou hors cadre médical, où tu as une prise en charge à 80%. Et moi, je pense que l'avenir, c'est plutôt ça. Je pense qu'il faut nommer les choses telles qu'elles sont. On ne vit pas dans un monde où l'argent public est suffisant. Et donc, du coup, je pense qu'il faut accepter qu'on ait un panachage des deux. En France, on a bien, par exemple, les entreprises qui prennent en charge les mutuelles. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est impossible à entrevoir en Espagne, ce qui laisserait toujours, en fait, la possibilité aux gens sans ressources d'accéder aux soins et du coup, de ne pas être dans un système à l'américaine. Et je pense que la France a beaucoup de difficultés
difficulté à se voir telle qu'elle est, que le système ne fonctionne plus, que c'était noble, que la démographie et d'autres aspects sociaux ont évolué et qu'il faut faire évoluer ça. En France, on va consulter un gynéco à 50 ou 60 euros, un généraliste à 23 euros. Moi, ma gynécologue, je la paye 220 euros la consultation. Voilà, donc je pense que déjà, elle n'a pas la sécu sur le dos pour faire 36 feuilles qui servent à rien. Donc il y a plein d'éléments qui expliquent que le système de santé français aille de moins en moins bien et que d'autres systèmes en parallèle aillent bien parce qu'à un moment donné, ils ont aussi, peut-être ils se sont dit, voilà, on va pas subir notre déficit. Et voilà, donc ils ont vu les choses différemment. Et du coup, pour revenir à la temporalité, en ayant l'accès au système privé, c'est possible. En France, je n'aurais jamais pu accéder à un système privé puisqu'il n'existe pas, puisque c'est l'État qui décide. Des centres de PMA, il y a une inégalité territoriale, il y a des endroits où il y a des délais plus longs que d'autres, mais on ne vous demande pas votre avis. Tu vas dans ce centre et tu remercieras ce centre de te prendre en charge. Parce que quand tu as 39 ans, 40, 41 ans, moi par exemple pour mon deuxième enfant, j'aurais pas pu. J'ai eu mon deuxième enfant à 42 ans. Donc en fait, on m'aurait dit quoi? Que il y a 8 mois, 10 mois de délai. On m'aurait peut-être pas envoyé balader pour ça. On m'aurait peut-être trouvé un autre argument médical. Mais ce que je vois, il y a beaucoup d'excuses. À partir de 40 ans, on envoie les femmes balader. Et là, je voulais revenir sur un point important. En France, on accepte ton dossier ou pas sur la base de ton AMH, qui est l'hormone antimullérienne, qui, en France, beaucoup disent encore que c'est la réserve ovarienne. Or, c'est la réponse à la stimulation ovarienne, ce qui a strictement rien à voir. La réserve ovarienne, c'est le nombre d'ovocytes qui te reste. J'entends, je lis en France que ça peut que diminuer. Moi, j'ai eu des prises de sang où j'ai eu de meilleurs résultats entre 2-3 prises de sang. Alors, pas à 4 ans d'écart, mais en fait, il peut y avoir une action sur ça selon le stade du cycle, selon les compléments qu'on peut prendre et qui peuvent améliorer. Mais en fait, il y a des femmes qui ont des AMH qui sont faussées parce qu'elles ont une endométriose, etc. Donc, en fait, on va leur refuser l'accès tout simplement parce qu'on s'appuie sur une valeur étalon qui n'a aucun intérêt. Cette valeur étalon, elle est donc censée rendre compte de la réponse à la stimulation ovarienne, mais là, des femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, ça va rien indiquer du tout. Donc, c'est une valeur parmi d'autres, mais aujourd'hui, les dossiers sont étudiés à la lumière de cette valeur-là. Moi, aujourd'hui, j'ai 45 ans et j'ai une AMH de 1,39. Il y a des femmes qui, à 30 ans ou 25 ans, n'en ont pas une aussi bonne. Donc, en fait, on va leur refuser, on va les orienter vers un don d'ovocytes ou je sais quoi d'autre, parce qu'en fait, on n'a pas envie de se casser, enfin, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête à faire des examens. Je pense qu'il y a une part de ça, mais je pense qu'il y a vraiment une part d'ignorance et j'ai un peu l'impression que on répète les dogmes. Voilà, donc j'ai appris ça, donc je répète ça. Oui, et puis il y a dans ça aussi, moi je suis tombée, j'ai vu beaucoup de médecins dans ma vie, pas pour le même sujet, mais ça se rejoint parce que ça reste des médecins. Alors il y a des médecins qui vont être très humbles et qui vont te dire, bah là je sais pas, je vais peut-être vous envoyer vers tel spécialiste qui sera mieux calé que moi. Et il y en a d'autres qui pensent être le sachant tout puissant et que si eux ne savent pas, vont dire bah c'est dans votre tête, enfin voilà, il y a un problème, bah ça peut pas être parce que eux ne savent pas ou ne connaissent pas le sujet. Non, ça va être le patient qui va être culpabilisé à dire que c'est un problème psychologique, quoi. Et surtout, il faut pas que tu viennes avec ton hypothèse. Bien sûr. Qu'elle vienne de Google, ChatGPT ou des cliniques que tu as pu lire, parce que là vraiment, c'est le péché capital. Il faut pas que tu aies le malheur que ta suggestion ait été la bonne, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu changes de médecin, parce que ça va mal se passer. Ouais, c'est ça. Mais le truc aussi, c'est qu'ils ont peut-être pas évolué avec l'arrivée d'Internet, on va dire. Parce qu'en fait, maintenant, faut pas se le cacher, on a tous tendance à faire ça. En plus, maintenant, on a ChatGPT. Donc, on va mettre tous nos symptômes sur Internet. Bon, les 3/4 du temps, ça tombe sur un cancer, hein. Alors, peut-être que c'est juste un simple rhume. Mais on va tous faire des recherches sur Internet et puis se dire, ah bah si ça se trouve, j'ai ça. Et dire notre hypothèse au médecin. Et après, c'est au médecin, je pense, de aussi nous rassurer et de nous dire, bah non, c'est pas ça parce que telle ou telle chose. Et peut-être, ah bah oui, ça peut être ça, on va vérifier, quoi. Maintenant, en fait, avec Internet, presque tout le monde y a accès, si ce n'est tout le monde. Et donc, forcément, si on fait des recherches, forcément, on va venir voir son médecin avec des potentielles hypothèses de ce qu'on peut avoir, quoi. Donc, c'est... Mais je vois pas en fait en quoi ça serait problématique, hein. Je peux Bah, moi non donner, plus. comme certainement beaucoup de personnes, des dizaines d'exemples où tu avais la réponse avant le médecin. Et je vois pas en fait pourquoi on serait pas complémentaires. En fait, on est toujours à dire que les gens s'impliquent pas, s'engagent pas, etc. Là, je trouve
trouve que, enfin, on a, voilà, ChatGPT, ces outils, ça vaut ce que ça vaut. Je pense qu'en fait, on n'est pas de trop, en fait, à trouver une solution à un problème. J'ai des dizaines d'exemples de choses. Moi, je sais que ma mère, elle a eu une hépatite E. C'est ma sœur qui a pensé à faire l'analyse pour cette hépatite E. Et sa généraliste, elle était un peu outrée. Oh là là, on va pas faire une analyse pour ça. C'est rare qu'on ait ça dans nos pays parce qu'elle n'a pas voyagé en Asie. Ce que ma sœur revenait de Nouvelle-Calédonie et que vraisemblablement, c'est elle qui l'a contaminée. Mais ma mère avait bien ce que ma sœur avait suggéré. Ma sœur n'étant pas médecin, c'est un médecin de famille qu'on connaît depuis longtemps. Donc, elle a accédé à notre demande, mais très certainement avec l'état d'esprit de se dire c'est pas utile, ça sera forcément pas ça, parce que sur ce point-là, il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on fait en première intention, etc., etc. Mais je trouve que en fait, de faire ça, c'est une perte de temps. Combien de femmes se tapent des inséminations alors qu'on sait que ça marche pas? Insémination, dans notre cas, c'est un cas concret. Je peux faire 40 inséminations, ça va jamais marcher. Les spermatozoïdes, ils savent pas aller seuls du point A au point B. Donc en fait, ça sert à rien de les attendre point B s'ils peuvent pas partir. Et donc pourquoi on va m'imposer ça? Parce que il y a des femmes qui en font 4 avant de passer à la FIV, parce que le médecin il dit on va essayer. Il faut que tu sois très gentil, il faut que, enfin voilà, il y a tout un protocole pour que le médecin il fasse ce que tu lui demandes. Moi, j'aurais craqué en France, il m'aurait viré du centre, c'est certain. Parce que j'aurais pas accepté qu'on me maltraite comme ça, j'aurais pas accepté qu'on m'écarte de mon parcours. Aujourd'hui, d'avoir un enfant dans la Déclaration des droits universels, le corpus législatif européen dispose que c'est un droit universel d'avoir un enfant. Et donc aujourd'hui, il y a des législations nationales qui en fait clairement contreviennent à cet esprit-là. On a entendu récemment parler de ce fameux courrier, soi-disant une évolution médicale majeure. On envoie à toutes les femmes un courrier pour dire qu'elles peuvent on les encourage à évaluer leur fertilité et elles peuvent en fait congeler leurs ovocytes. Moi, ce que je constate avec du recul, si j'avais une fille, mais à 20 ans, je lui ferais faire 5 ponctions d'affilée pour être sûre qu'elle puisse avoir peut-être 2 ou 3 enfants. Parce qu'à 20 ans, la fertilité n'est pas celle de 29 ans. Donc oui, on s'entend sur le fait qu'elle décline très fortement passé 35 ans. Mais pourquoi attendre en fait? Pourquoi attendre Parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Moi, j'ai tellement regretté, c'est pas d'avoir démarré tard, mais j'aurais adoré savoir ça. À 20 ans, j'aurais fait des ponctions pour congeler des ovocytes. Et ça, c'était... en fait, quand tu n'as plus le temps, en fait, c'est très difficile parce qu'en fait, le temps ne revient plus. Tu peux pas changer les choix que tu as faits. Et j'ai beaucoup parlé de ça autour de moi, en fait, quand j'ai pris conscience de ça. Sachant que moi, j'étais dans une situation, on va dire, très confortable, parce que j'avais une AMH très élevée. Et donc, du coup, j'ai encore beaucoup d'ovocytes. Donc, moi, j'ai la chance de ne pas être tributaire de ça. Il y a des femmes qui ont une fertilité très faible dès le départ, parce que c'est comme ça, parce qu'elles ont des pathologies sous-jacentes, etc. Et en fait, je pense là aussi que sans rentrer dans une opposition stérile homme-femme, je pense que si c'était un sujet masculin, ça serait un sujet qui serait déjà plus avancé. Parce que les femmes, on n'en parle pas. Moi, j'ai jamais eu honte de ce parcours-là, mais j'ai mis beaucoup de temps à en parler. On m'a souvent demandé, mais pourquoi t'écris pas? Pourquoi tu t'engages pas dans le milieu associatif? Mais c'est pas possible, en fait, ça fait tellement mal. Et qu'on croit qu'on en est sorti, mais en fait, tu te rappelles tout ce parcours, toutes ces piqûres. Je pense que j'ai dû me piquer plus de 1000 fois pour avoir mon fils. Alors, on est toutes différentes. Il y a des femmes, en fait, qui vont avoir beaucoup besoin de parler. Moi, j'ai une vie qui ne me le permet pas. Je suis chef d'entreprise, j'ai des responsabilités, j'ai des salariés. Je peux pas pleurer tous les jours. Et ça veut pas dire que j'ai pas pleuré tous les jours. J'ai eu des périodes, appelé une de mes sœurs tous les jours en pleurant, où j'étais désespérée. Quand je vois des femmes qui prennent la parole aujourd'hui sur la scène politique, alors certainement aussi pour des agendas politiques, c'est bien qu'on en parle, mais je pense qu'on n'en parle pas encore suffisamment justement. Lorsqu'une femme évoque la difficulté d'avoir un deuxième enfant, c'est pas, elle n'a pas connu le désespoir de pas avoir un premier. Moi aujourd'hui, le deuil d'un deuxième enfant, c'est difficile, mais c'est beaucoup plus facile parce que j'ai déjà un enfant. Je sais pas comment j'aurais fini si j'avais pas eu d'enfant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et tu me posais tout à l'heure la question de s'interrompre, en fait, si c'est trop difficile. Je pense qu'il faut aussi que les gens voient la souffrance qu'il y a derrière. Parce que
Parce que moi, mes copines, elles me disent: «Mais tu es tellement forte» et je me disais: «En fait, peut-être, mais en fait, c'est comme quand on perd quelqu'un. En fait, il faut que la vie, elle continue. En fait, soit elle continue, soit elle continue pas. Il y a pas d'autre option». Je vois avec du recul dans mon couple et c'est ce que mon conjoint me dit souvent, ce 1er enfant, en fait, on l'a eu parce que je l'ai pas lâché, mais j'ai eu tellement envie de lâcher et je pense à une phrase de Nawel Madani qui a fait, je crois, 17 ans de PMA. Elle a dit une phrase qui m'a tellement parlé: «En fait, plus fort que le désespoir, c'est l'espoir». Et c'est ce qui fait que tu te relèves demain matin, parce que tu le veux, cet enfant, plus que tout ton monde. Et, heu, et oui, tu as mal, mais tu te relèves parce que tu as pas le choix. Si tu veux pouvoir ne pas perdre le prochain cycle, tu as intérêt à ce qu'en 28 jours, tu sois debout pour attaquer la suite. Et lors de nos échanges préliminaires, tu me posais cette question, en fait, de qu'est-ce qui fait tenir. C'est des petites phrases, c'est des gens par-ci par-là, des phrases anodines, tout comme d'autres font très mal. Tu as des gens qui vont te dire: «Mais tu as déjà un enfant, est-ce que, oh, c'est pas mieux pour le couple de pas en avoir un deuxième?» Ces phrases-là, elles font très mal. Il y a des phrases, en fait, qui sauvent et vraiment au sens littéral du terme. Moi, dans mon parcours, lorsqu'on avait qu'un seul embryon, non, avant qu'on ait un seul embryon à transférer, enfin, dans des 15 000 échecs, on se disait: «Mais on n'a pas d'argent pour 10 FIV encore», hein, parce qu'on avait compris qu'il fallait en faire beaucoup. On était arrivé à ce stade de compréhension et mon père m'a dit une phrase qui a, je sais pas, ça a vraiment enfin, il y a eu un déclic en moi. Mes parents m'ont dit: «Si, il y a un problème financier, on va payer jusqu'à ce que ça marche». Et cette phrase, en fait, je me suis sentie, en fait, il y avait une équipe derrière moi. On n'était pas tout seul. Il y a eu d'autres phrases, en fait, pour le deuxième enfant. Mon conjoint qui disait: «On essaiera jusqu'à ce que ça marche. Si c'est vraiment ce que tu veux». Ce qui veut pas dire que lui n'en voulait pas, mais il avait la conscience aussi de son rôle, du fait qu'on n'a pas eu de chance, hein. Il y a des gens chez qui ça marche tout de suite. Ça avait marché tout de suite, on aurait enchaîné, ça aurait été plus facile, l'âge aurait été inférieur, et cetera. Et en fait, c'est ces phrases où tu te dis, ben, déjà, enfin, dans le cas de mes parents, de voir la souffrance qu'ils ont de te voir souffrir. Ça, c'est aussi, on n'en parle pas. L'entourage, ils s'en foutent pas. L'entourage, il souffre avec toi. Et je pense que pour des parents, il n'y a rien de plus difficile que de voir ses enfants souffrir et de pas avoir de solution. Donc en fait, là, la solution, c'était l'argent. Voilà, donc en fait, il faut avoir, souvent ce qu'on me demande, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Il faut que vous ayez des gens autour de vous qui vous aident, en fait, qui sont... Et toutes ces phrases dégueulasses, inutiles, faut les éliminer. Moi, j'ai une personne à qui j'ai dit, alors c'est une personne, bien sûr, qui était bienveillante, mais la phrase qu'elle m'a dit, je lui dis: «Tu sais, voilà, ces phrases-là, tu les diras plus jamais à personne qui est dans ma situation, parce que ça fait trop mal». Je lui dis: «C'est toutes les conneries qu'il faut pas dire». Bien sûr, tu voulais dire quelque chose de réconfortant, mais je pense qu'il faut savoir se taire ou ça va marcher. Enfin, on connaît toutes ces phrases, c'est psychologique. Je vois pas ce qui, dans la science, est psychologique. Ou lors d'une fausse couche, mon expert comptable me dit: «Ah, ma femme, elle a connu ce problème-là aussi». Ah, déjà, c'est un problème du couple, pour commencer, et il me disait qu'il fallait moins de stress. Scientifiquement, c'est faux. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait de la vulgarisation. Qu'est-ce que moi, si je suis pas stressée, qu'est-ce que je peux y faire à une anomalie du chromosome 16? Rien, rien du tout. Et en fait aussi, il y a un manque de vulgarisation. Il y a plein de femmes qui font des fausses couches, hein, parce que la nature sélectionne et que c'est comme ça et qu'il faut l'admettre. Mais pourquoi en fait on le dit pas? Parce que je suis certaine, il y a des femmes aujourd'hui qui pensent encore que c'est parce qu'elles ont poussé un meuble qu'elles ont fait une fausse couche. Alors peut-être que ça peut contribuer, et ça, je veux bien quand on a, par exemple, un décollement placentaire. Ok, moi dans mon cas, je veux dire, si j'avais dormi pendant 3 mois, ça n'aurait rien changé à l'issue. Et je pense que voilà, il faut davantage de vulgarisation. Faut que les sachants, soient humbles, que les personnes, qu'elles laissent aussi les personnes qui sont dans ces parcours-là s'approprier toute cette partie médicale, quitte à leur dire, les orienter aussi ou se documenter. On parle beaucoup de fake news, etc., de désinformation scientifique. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas franchement où chercher des études cliniques. Je n'ai pas ce code. Et on est toujours en train de dire que les gens sont des abrutis. Mais ça serait peut-être bien qu'on nous aide à ne pas le rester. Alors, il y a peut-être des personnes, à contrario, qui, elles, veulent pas du tout savoir parce que ça va les angoisser. Donc, libre à chacun. Mais je pense que la prise en charge, elle n'est pas bonne. Alors, on va te dire que oui, il y a des psychologues au centre de PMA. Je ne suis pas sûre que tu aies envie de parler aux psychologues si, en fait,
le psychologue, il dit à la gynéco, non, non, elle est trop tarée, là, elle va vriller, donc on peut pas continuer. Dans quelle mesure tu as envie de parler Et puis, il y a des gens qui n'éprouvent pas ce besoin. Moi, sincèrement, j'avais pas envie de consulter, quoi. Qu'est-ce qu'elle allait me dire? Ayez de l'espoir, ça va aller mieux, envisagez votre vie sans enfant. J'avais pas envie d'entendre tout ça. Et peut-être aussi parce que j'avais la chance d'être construite, en fait, d'une manière à savoir gérer les épreuves. Mais en fait, je me sentais, personne ne pouvait me comprendre. Et même, j'avais pas du tout envie aussi d'être avec ces femmes qui étaient dans la PMA. Parce que moi, ce que je disais tout le temps, je veux revenir dans la vie normale. Et c'est aussi quand on me pose la question, pourquoi tu t'engages pas, pourquoi tu fais pas un livre, je veux sortir de ce monde. Ce monde, je l'ai pas choisi. Et je veux retrouver ma liberté, pas aller chez le gynéco tout le temps, pas vivre sur un cycle de 28 jours, pas vivre avec des piqûres, etc. Et ça aussi, on le dit pas, on a envie de sortir de tout ça. Moi, c'était vraiment ce que je dis tout le temps. Oh, j'ai envie de redevenir une personne normale. Parce que je me reconnaissais plus aussi. La PMA, ça vous change. Je sais pas si on peut parler de stress post-traumatique. J'ai pas suffisamment de distance pour ça. J'ai l'impression d'en être sortie, que ça fait encore mal, parce que c'est proche aussi, parce qu'il y a le deuil du deuxième enfant. Mais il y a tout ça, en fait. C'est que quand on me demande ce que ça m'a coûté, en fait, ça m'a changé. Moi, j'ai été quelqu'un de super positive, en fait, de me dire, en fait, dans la vie, en fait, si tu veux, tu peux. Il n'y a rien qui est inaccessible. Aujourd'hui, je le repense encore, à nouveau un petit peu, mais quand on a connu le désespoir, c'est de croire qu'il n'y a plus d'espoir. Et je pense que le désespoir, si on l'a pas vécu, on comprend pas ce que c'est. Et entre le désespoir et les tentatives de suicide, ce genre de choses, j'en ai jamais été là. Mais je peux comprendre qu'il y a des femmes qui en arrivent là. Je le dis très humblement, je ne sais pas comment j'aurais fini si j'avais pas réussi à avoir d'enfants, parce que il n'y avait pas de plan B pour moi. Et puis quand on arrive au bout d'un parcours de PMA, alors le don d'embryon, le don d'ovocytes, l'adoption, en fait, on arrive déjà exsangue, tu as déjà plus de force. Alors, il faut encore te relancer dans un autre combat. Peut-être que j'aurais t'aidé au don d'ovocytes, parce que, un truc que j'ai pu dire à des amis qui étaient dans ces parcours-là, scientifiquement, il y a aussi des preuves aussi aujourd'hui que quand on porte l'enfant, il y a des choses qui se transmettent. Je pense que c'est plus facile qu'une femme accueille un don d'ovocytes qu'un don de sperme, parce que là, c'est encore une autre histoire. Moi, mon conjoint était prêt à ça, moi, j'étais pas prête à ça. En fait, c'est lui que j'aime. Je vois mon enfant il a ses traits. Et alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, on se ressemble quand même, etc. Mais c'est encore un deuil. Et en fait, en PMA, tu es là, mais combien de deuils je dois faire encore? Combien de couleuvres je dois avaler? Qu'est-ce que je dois encore accepter? Voilà, parce que la PMA, c'est déjà une acceptation, c'est déjà un deuil de l'enfant qu'on n'aura jamais naturellement. Tu n'auras jamais ce moment où tu as du retard, tu vas aller acheter un test et tu partages cette bonne nouvelle. En PMA, tu as un transfert. À partir du 4e jour après, tu commences à tester. Moi, j'étais devenue cette tarée du test, parce que mon premier transfert, le bêta était positif à J4 après le transfert. Et donc après, tous mes transferts d'après, à partir du 4e jour, je commençais à tester. Et on se reconnaît pas. Moi, j'avais l'impression que j'étais devenue folle. J'avais je sais pas, 3 marques de tests de grossesse. Le Clear Blue, parce que là, c'est marqué enceinte, pas enceinte. L'autre pour vérifier. Encore un autre pour vérifier si quelques heures après, ça a foncé ou pas. Personne ne parle de ça. Mais toutes les femmes en PMA, on est toutes des tarées du test. La première C'est fois, obsessionnel. mais bien sûr, c'est obsessionnel. Tu as besoin tu as besoin d'un objectif, tu as besoin de quelque chose qui te raccroche. Parce qu'il n'y a pas que ça. C'est que si c'est négatif, il faut que tu te remettes en selle. Donc, il faut que tu te conditionnes. Et moi, on m'a beaucoup dit, si ça ne marche pas, vous réessayerez. Mais entre ce moment-là et le nouvel essai, il faut que tu arrives à remonter la pente. Et ça, mais c'est tellement difficile, remonter la pente. Parce que l'espoir, en fait, c'est les montagnes russes. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Les médicaments n'ont pas eu j'ai pas eu d'effets secondaires, etc. Mais ce truc, après la fonction, le mois qui suit, parce que donc justement, comme on faisait le diagnostic génétique, et ben en fait, il faut attendre 3 semaines. Ils te disent 21 jours. Crois-moi que tu les comptes. Alors, la fois d'avant, ça avait mis 18 jours. Alors là, oui, là, cette fois-ci, ça met un peu plus longtemps. Ah oui, parce que là, il y a un dimanche, il y a des jours fériés entre. En fait, le temps, c'est une heure, c'est une journée, et tu penses qu'à ça. Et tu peux pas penser à autre chose. Et tu as bien conscience que tu es un peu taré, que tu racontes ça, tu sens bien que tu es décalé, mais tu peux pas faire autrement. Et tu peux pas prendre de médicaments parce que, par exemple, mettons que tu es enceinte, tu peux pas prendre d'anxiolytiques ou ce genre de choses. Moi, il y avait des fois, en début d'un parcours, je me disais, mais franchement, donnez-moi un truc pour dormir pendant un mois là, parce que comment je vais tenir.
tenir. Alors, comment on tient? C'est le boulot, c'est plein de choses, mais faut pas que tu aies une mauvaise nouvelle qui vienne se rajouter là-dessus, hein, parce que comment tu fais? Ça, c'est plein de choses dans ce parcours-là. Moi, je suis très heureuse que de plus en plus de femmes, elles en parlent. Je pense qu'on manque de représentativité aussi quand on est visible. Moi, j'ai une grosse communauté sur LinkedIn, je suis chef d'entreprise, j'ai une agence de traduction. Dans cette communauté, il n'y a pas que des gens bienveillants aussi, parce que, par exemple, je suis traductrice qui ai créé une agence de traduction, donc je suis un peu devenue le traître, j'ai trahi ceux qui sont restés indépendants, parce que moi, du coup, je suis devenue une riche qui exploite les pauvres. Donc, t'as pas envie de t'exposer à la méchanceté des gens. On a tous des gens qui nous aiment pas. Est-ce que tu as vraiment envie de dire que toi, tu es là-dedans? Moi, j'ai eu des moments dans le parcours où j'avais des difficultés professionnelles, mais j'étais déjà au fond du seau par rapport à la PMA. J'avais pas besoin de ça en plus. Alors, ça, c'est le lot de tout le monde, hein. On a tous des problèmes perso en plus du quotidien. Mais voilà, en fait, il y a des femmes aujourd'hui politiques qui en parlent pas. Et je pense qu'il y a aussi, on a parlé, c'est en amont de la préparation, mais de visibilité. Quand on est salarié, quand on a un poste pas trop important, on peut en parler, on ne fait pas trop grand-chose, quoi. Est-ce que des femmes aujourd'hui qui ont du pouvoir, qui sont dirigeantes, est-ce qu'elles en parlent comme ça? C'est comme pour les violences. Tu as envie de raconter, oui, alors les spermatozoïdes, ils sont un peu lents, moi, mon endomètre, il est ci, il est ça. Tu as envie de raconter ça dans l'espace public? Non, parce que ça te décrédibilise, en fait. À partir du moment où tu viens imposer une vulnérabilité, c'est s'exposer, mais en même temps, si on n'en parle pas, moi, je suis très admirative des personnes qui vont dénoncer des viols conjugaux ou des viols tout court, sachant en plus le traitement médiatique qui leur est réservé ou le traitement juridique, c'est qu'il y a une suspicion de mensonge. Enfin voilà, il faut apporter la preuve d'eux et peut-être qu'elle a fait ça pour de l'argent, pour ci, pour ça. Et donc s'exposer, c'est par hasard que j'ai mis des années à réussir à en parler parce que j'avais pas besoin de ça en plus. Et puis il y a aussi tout ce stigma autour de la maternité. Ah ouais, non mais elle est carriériste, hein. Elle, je la vois pas avoir des enfants. Peut-être ça fait 10 ans que la personne, elle essaye. Et oui, elle avait qu'à commencer plus tôt. Peut-être qu'on avait envie de vivre autre chose dans le couple. Peut-être que des couples se sont rencontrés tardivement, etc., etc. Donc il y a plein de choses. Et c'est la faute de personne et c'est la faute de tout le monde. Et je pense que aujourd'hui, la chance qu'on a dans laquelle on vit, c'est que la parole se libère. On voit bien comment les mentalités évoluent rapidement sur des sujets de société. Et ça, il faut l'encourager, tout en mettant les garde-fous aussi de tout ce qui tourne autour du harcèlement et tout ça, parce que la stigmatisation, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui disparaît d'Internet. Aujourd'hui, on va faire ce podcast, je ne vais pas pouvoir le cacher. Et donc, ça veut dire que quand on prend ces décisions-là, on les prend en conscience et parfois on ne mesure pas toute l'avalanche de conséquences qui peut y avoir. Et ça, on n'est peut-être pas armé tout le temps pour ça. Ouais, et il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce que tu dis. Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait être forte. Mais en fait, en tant que femme dans notre société, en fait, on n'a pas le choix d'être forte. Parce que quand une femme vient consulter, par exemple, parce qu'elle a des douleurs de règles et tout ça, on va lui dire que c'est normal. Et en fait, en tant que femme, quand on a mal, c'est normal. Et on le voit bien parce qu'il y a plein de tests qui ont été faits par rapport à la résistance à la douleur. Qui démontre en fait que les femmes ont une résistance à la douleur beaucoup plus forte que les hommes, parce qu'un homme qui va dire qu'il a mal, il va être beaucoup plus pris au sérieux qu'une femme. Et même tous les tests pour des médicaments ou pour autres, tout ça c'est fait sur des hommes parce que les femmes c'est trop compliqué, parce que comme les femmes sont cycliques, suivant là où tu es dans ton cycle, ça va pas forcément donner les mêmes résultats, alors qu'un homme ça sera toujours très constant. Donc en fait tous les médicaments que l'on prend en fait sont adaptés aux hommes mais pas adaptés aux femmes. Donc ça se trouve il y a plein de médicaments qu'on prend qui sont surdosés pour nous les femmes, alors que pour les hommes c'est bon, quoi. Il y a plein de choses comme ça. Je me posais la question de toi quand tu as fait ton parcours. Est-ce que quand tu avais une FIV ou quoi que ce soit, il y avait des personnes avec qui tu te confiais ou vraiment ça restait juste entre ton conjoint et toi? Non, j'avais toujours mon cercle très proche. Et ce qui est paradoxal, c'est
c'est que on a fini en fait à ce que mes parents, tout ça le sachent, mais au départ, je voulais pas du tout, qu'ils soient là-dedans parce que je voulais c'était pas par pudeur, c'est pas par gêne, c'était en fait, je voulais pas les embarquer dans cette souffrance, quoi. Et Mmh. que moi, ma manière d'être, c'est, moi, je sais gérer. Pour rebondir sur ce que tu disais, les femmes sont fortes. Je pense qu'en tant que maman, moi aujourd'hui j'ai un petit garçon et j'ai une responsabilité immense. Je veux pas que mon fils soit comme trop d'hommes aujourd'hui sont dans la société. C'est nous les femmes qui portons l'éducation. Mmh. Je pense qu'il faut aussi reconnaître notre part de responsabilité parce que oui, on est dans un conditionnement sexiste ambiant. Il y a des femmes qui perpétuent ces stéréotypes, donc il faut aussi le reconnaître. Pour rien au monde, je voudrais renaître en tant qu'homme parce que les femmes, on est courageuses. Peut-être parce que la société nous l'a imposé. J'aspire en fait à ce qu'aujourd'hui les hommes en fait puissent trouver leur place. Moi, je ne suis jamais reconnue dans des cours contre les hommes. Et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de mal avec certains mouvements féministes que je comprends parce que je suis réaliste. Je pense que c'est que par le militantisme fort que les choses avancent. Mais moi, j'ai pas de problème avec les hommes. Peut-être aussi parce que je viens d'une famille où on est 3 filles, élevées par un papa qui nous a toujours dit que la liberté, l'indépendance, c'était la liberté. J'ai jamais souffert, on va dire, consciemment de tous ces stéréotypes-là. Et je pense que beaucoup d'hommes ne demandent qu'à partager, qu'à comprendre. Il y aura toujours en fait une minorité qui voudra pas coopérer. Mais en fait, il faut que cette minorité, elle se réduise. Et je pense que, voilà, on le voit bien aujourd'hui, les papas qui prennent leur place dans l'éducation des enfants, dans les soins aux enfants, etc. Je pense qu'on doit aussi sortir de ce clivage, de dire que les hommes veulent pas changer. Eux aussi subissent ces stéréotypes de genre. J'ai pas la recette miracle de comment on va faire évoluer les choses, sachant que aujourd'hui, malgré tout, nos droits sont constamment remis en question. L'avortement aux États-Unis, voilà, on a une figure conservatrice qui arrive au pouvoir. Allez, on annule toutes les avancées. On le voit bien dans des pays, l'Afghanistan, l'Iran, etc. On est toujours une variable d'ajustement. Mais quand je vois le parcours des femmes sur les 200 dernières années, enfin, waouh, parce que socialement, c'est pas simple. Il y a des femmes qui renoncent à leur famille, qui sont salies publiquement constamment, mais au nom de quelque chose de plus grand, elles franchissent ça. Et je suis pas sûre, je sais pas si on peut nommer ça la force. Je pense que c'est vraiment aussi la construction d'une identité d'une personne. C'est qu'on a ces ressorts-là ou on les a pas. Les expériences de vie font qu'ils se confortent ou qu'ils se fragilisent. Et voilà, il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Et là, en fait, la société doit aussi être là à leur côté. Mais voilà, je pense que cette résilience, ça vient de l'amour qu'on reçoit de ses parents, de l'éducation qu'on reçoit. Et moi, je suis infiniment reconnaissante à mes parents de cette colonne vertébrale qu'ils m'ont donnée parce que sans ça, voilà, on ne peut pas accomplir des choses dans la vie. Et voilà, je pense que c'est à souhaiter à chaque enfant de bénéficier, d'avoir un amour structurant qui l'aide à grandir, voilà, en étant autonome. Voilà, c'est des conceptions de l'éducation aussi, bien sûr. On n'a pas tous la même, mais voilà, ce clivage, en fait, faudrait trouver des solutions en fait pour le dépasser, parce que en fait, ceux qui voudront pas coopérer, ils se retrouveront marginalisés. Et en fait, à un moment donné, par la pression du nombre, ils se retrouveront isolés. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à partager les combats des femmes parce que souvent c'est des logiques un peu trop binaires. On le voit quand on voit. Moi, c'est un sujet que j'aime bien lancer en famille, le procès Pellico. J'aime bien voir les têtes des mecs. Ça toujours, voilà. On va me dire ah oui mais c'était malade. Bah oui c'était malade, mais c'est des gens qui ont acheté leur pain à côté de toi. Donc cette prise de conscience, cette prise de parole dans l'espace médiatique, elle est importante. Non pas pour dire que c'est tous des porcs, mais pour dire que les porcs, ce sont 99% des hommes. Et ça, voilà. Oui, que c'est pas des marginaux et c'est que c'est monsieur tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il faut se dire, c'est OK, c'est comme ça, et on va le combattre plutôt que de combattre le truc idéologiquement, de dire non, c'est pas, tous les hommes sont pas comme ça. Je pense qu'on se trompe de débat. C'est comme quand on est à débattre contre la technologie. Le sujet, c'est pas la technologie, c'est tout ce qu'il y a autour. Et là, c'est la même chose. Donc, j'ai pas la solution. Je sais pas comment on peut faire collectivement, mais je pense que la société, elle évolue, les couples évoluent parce qu'il y a de plus en plus de couples qui seront confrontés à ça. Et si jamais ça n'évolue pas, aujourd'hui, la PMA, les femmes n'ont pas besoin d'un homme pour avoir un enfant. Donc, soit ça se règle, j'ai envie de dire, de manière sociétale, soit beaucoup de femmes feront d'autres choix. Voilà. Ouais, mais il y a aussi, je pense,
Le fait, enfin, tu parles du pas tous les hommes, mais en fait, moi, je suis profondément féministe et si tu veux, j'ai pas de souci à discuter avec des hommes. Il n'y a pas de problème. On peut ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où la personne en face de moi est respectueuse, on peut débattre et puis je trouve que c'est pas mal parce que ça fait évoluer les mentalités. Complètement. Mais t'as des personnes en fait qui ferment le discours et du coup qui empêchent toute remise en question. Et je pense à des hommes qui peuvent être profondément machos et qui disent oh, les féministes ça nous font chier, enfin voilà des trucs comme ça. En fait, comment tu veux faire évoluer les choses avec ces personnes-là qui dès le départ ferment tout dialogue? C'est pas possible. Ouais, moi j'aime bien, l'une de mes sœurs est dans la marine, donc un environnement très misogyne, hein, faut appeler un chat un chat. Elle est dans un domaine très masculin. Elle a commencé en tant que mécanicienne navale. Je sais pas si c'est une stratégie, qui marche sur le long terme, mais c'est de donner des exemples, en fait, où les gens peuvent s'identifier. Moi, parfois, dans mon entourage familial, quand on me dit des choses, «Oui, mais bon, c'est pas» en fait, je donne des exemples de choses auxquelles j'ai été confrontée. On a tous eu un mec qui s'est frotté à nous dans le métro. Tu as des gens qui sont là: «Ah bon? Ah oui, oui, ah bon?» mais on vous dit pas pourquoi tu l'as pas dit, mais je sais pas, j'avais déjà tellement honte qu'il se frotte à moi. C'est quoi le truc d'après? Tu étais habillée comment? En gros, Mm. qu'est-ce que tu as fait pour ça? Alors que, enfin, moi, je suis responsable de la biologie du mec qui sait pas se contrôler? Non. Mm. Moi, je suis très féministe sur ces sujets-là aussi, mais pour moi, l'indépendance et la liberté de la femme, enfin, je veux dire, ça vaut plus que tout. Je tuerais pour être libre. Et je pense que, enfin, il y a aussi, je suis d'accord avec toi, il y a des gens avec lesquels ça sert à rien de débattre. Si en fait c'est idéologique. Mais je pense que, enfin, je sais pas. Malheureusement, enfin, il faut qu'on les fasse évoluer quand même aussi. Donc, Mm. je pense qu'il faut toujours garder une petite fenêtre ouverte et de faire preuve de stratégie pour essayer de discuter parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'hommes qui se sentent attaqués par toutes les femmes et que eux se retrouvent pas dans ça et du coup en fait ils refusent le dialogue parce qu'ils se sentent pas concernés et je pense qu'il faut parfois aussi apporter de la projection si c'était ta femme, si c'était ta fille, etc., etc. Moi je pense que mon Oui. combat c'est pour réduire le nombre de cons. Voilà, tout simplement. Mais ça va être un long chemin. Hein. Mais je pense qu'en fait, les hommes qui ne veulent pas avoir de débat comme ça, il faut pouvoir leur dire, enfin, aucun homme n'a 0 femme dans son entourage. Ils ont forcément une mère, Oui, une sœur, une tante, à qui on peut poser des questions, à savoir, bah, est-ce que toi, tu as vécu une agression sexuelle? Est-ce que toi, tu te sens bien dans la société? Enfin voilà, il y a forcément au moins une femme qui peut répondre à ces questions à ces personnes. Mais sauf qu'il faut que ces personnes-là soient ouvertes à la discussion et qu'elles en aient envie. oui, je Bref, suis complètement. on digresse un petit peu. Là aussi, du coup, tu as évoqué aussi quelque chose qui m'a frappée, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au sujet de la PMA. C'est le fait que en France, bah, s'il y a 10 embryons, on va implanter les 10 embryons sans forcément faire de recherche. Ce qui fait que bah, les femmes qui se lancent dans un parcours PMA avec beaucoup d'espoir vont de mésaventure en mésaventure en accumulant les fausses couches et que du coup on peut analyser que post-fausse couche et non en amont et que du coup bah, en fait il y a tellement de fausses couches et de temps de gagner, si on peut dire ça comme ça, s'il y avait ces analyses en amont, tout ça pour éviter l'eugénisme. Moi, je trouve ça tellement triste, en fait, parce que déjà, comme tu l'as dit, un parcours PMA, on le choisit pas, on le subit parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Si on veut un enfant, on est obligé de passer par là. Les places sont chères si on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Même si on en a, hein. En France, les Même si places on sont en a, chères. oui. Oui, Mm. là, les places, elles sont chères en termes de temps. Ailleurs, elles sont chères en termes d'argent. Du coup, je sais plus où je voulais en venir. Et non, je trouve ça dommage et je pense que les choses, elles devraient quand même bien évoluer puisqu'en fait, le réarmement démographique est en marche. Je pense que tu as entendu parler de ce courrier, je pense que c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, qui a été envoyé à toutes les femmes de 29 ans pour
les inciter à procréer ou à conserver leurs ovocytes. Je trouve qu'il y a un problème au niveau du discours et de la réalité, quoi. Ou alors, on Oui, lance encore complètement. des phrases comme ça sans rien connaître du sujet et ce serait pas étonnant que ça soit ça aussi, quoi. Je pense qu'il y a deux profils. Il y a des gens qui ont envie d'écouter la science et il y a une logique administrative. On le voit bien en fait sur tous les sujets sociétaux d'ampleur qu'il y a eu. En fait, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que le monde est clivé. Il y a les pros, il y a les anti. Et il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas des gens qui ont un discours de nuance. Moi, lorsque j'évoque le diagnostic génétique préimplantatoire, tu vas avoir tous les mouvements religieux derrière qui vont te dire c'est Dieu qui a choisi la vie, etc. Ok. Si toi, tu as envie de faire 10 transferts, ok. Moi, j'ai pas envie. Donc, en fait, c'est pas du prosélytisme de faire ça. Moi, je peux plus supporter ça. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je devrais attendre 3 mois. Je serai sous l'exomile pendant 3 mois parce que je peux plus. Je l'ai trop vécu. Je peux plus. Je connais mes limites aujourd'hui de santé mentale. Je suis pas du tout quelqu'un d'anxieux dans la vraie vie. Et la PMA, ça m'a rendu cette personne-là qui ait peur de me laver avec du savon, de me baisser. Alors moins parce que j'ai eu un enfant aujourd'hui, donc j'ai la distance, mais avant j'avais peur de tout. Je me disais, ah oui, si je fais ci, si je fais ça, parce que tu es plus normal, tu es plus rationnel, tout est grave, tout prend des proportions importantes, donc il y a ça. Mais je pense qu'on devrait choisir, en fait, c'est ce que je dis souvent, laissez-moi choisir ma peine. Est-ce que je fais le deuil d'un enfant que je rencontrerai jamais, ou le deuil d'un embryon qui ne s'est pas accroché? Moi, je fais le choix d'un embryon qui ne s'est pas accroché. Et je le dis parce que je l'ai vécu. J'ai eu des ponctions avec zéro, rien à transférer. Donc, je sais ce que c'est. C'est pas une peine qui est différente, mais en fait, c'est une peine qui m'a pas apporté un espoir. Parce que, j'ai l'impression quand même que psychologiquement, imaginons que, je sais pas, j'ai fait que des essais qui se soient soldés que par des fausses couches. Il y a des femmes qui ont ce parcours-là qui n'ont jamais d'enfants. Mais, on a toujours cette image de, tu sais, une carotte, hein. Tu vas bientôt la voir. Tu te rapproches, on te l'enlève. Et ça, moi, je l'ai Mmh. ressenti tellement de fois. Tellement de fois, t'es proche. Et tu commences à te mettre des mantras, s'il y a ci, alors il y aura ça, etc. Parce qu'en fait, le cerveau, il a besoin il a besoin de trouver des trucs pour se lever le lendemain matin. Mais des lendemains de ponction avec zéro, t'as pas envie de te lever, hein. Et j'ai eu ces matins-là. J'ai eu ces matins où j'avais plus envie de rien parce que tu sais pas en fait ça va être quoi ta vie après. Et on n'est plus non plus en capacité à réfléchir rationnellement parce qu'il y a les hormones, parce que tu as tellement souffert que tu peux plus réfléchir normalement. Et puis il y a la vie. Moi, je pense que aussi des choses qui m'ont beaucoup aidée, c'est que en fait, je suis dans un environnement où moi j'aide beaucoup les autres. Enfin, j'ai beaucoup de gens qui comptent sur moi. En fait, ça m'a obligée. En fait, voilà, les responsabilités font que tu peux pas flancher. Tu peux pas faire de la peine aux gens autour de toi. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut être solide. Mais est-ce qu'aujourd'hui tout le monde est suffisamment solide? Est-ce que si on l'est pas, est-ce qu'il y a les structures derrière pour nous accompagner? Parce que des centres de PMA sont d'une rare violence avec zéro remise en question. Parfois, il y a des secrétaires qui sautent parce qu'elles sont désagréables avec certaines patientes. C'est des histoires qu'on m'a racontées. C'est pas des histoires que j'ai lues sur un forum où je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est des histoires que je connais. Et donc, en fait, ton avenir dépend d'une seule personne. Si elle est pas sympa avec toi ou que ta tête ne lui revient pas, eh ben on va pas faire affaire. En gros, c'est un peu ça. Par exemple, il devrait aussi peut-être y avoir des prêts pour pouvoir financer la PMA. Aujourd'hui, tu as des prêts pour acheter une voiture, pour de la trésorerie, pour des travaux, pour je sais pas quoi. Pour ça n'existe pas. Il y a des cliniques qui font des facilités de paiement, ce genre de choses. Et voilà, donc ça devient des business aussi. Et puis, il faudrait que ces business soient éthiques et encadrés. Il n'y a pas, je dis n'importe quoi, mais il n'y a pas tu vois, par exemple, de remise d'impôts. Je dis n'importe quoi pour ce genre de choses. Je n'ai pas la solution parfaite, mais aujourd'hui, je pense que les réflexions doivent être engagées. Elles ne le sont pas. Je pense que ça doit être possible de faire des prêts. Faudrait que je demande à mon conjoint. Il est là, il était banquier avant. Oui, je pense, c'était solvable. Oui, Mais il c'était n'y a pas de prêt solvable. d'honneur ou ce genre de choses. Il y a aujourd'hui des prêts d'honneur pour des personnes qui sont en situation fragile, qui veulent créer une entreprise. On leur fait des prêts d'honneur, etc. Donc, Et j'avais aussi une amie qui a fait un don d'ovocytes
avant de se faire ligaturer les trompes, parce elle avait déjà 2 enfants et que voilà. Et elle me disait, elle m'a dit avant d'y aller, est-ce que tu connais quelqu'un qui est en parcours PMA, qui aurait besoin? Parce qu'en fait, si elle ramenait une personne qui avait besoin, en gros, elle serait passée en haut de la liste, quoi. C'est un sujet très intéressant que tu mentionnes. Mm. Mm, J'ai 2 sœurs, dont une, qui a 8 ans de moins que moi, et quand ça marchait pas, on a eu, une grossesse en même temps. Moi, la mienne s'est arrêtée, la sienne, a donné naissance à ma nièce, et ma sœur, enfin, m'a dit, en fait, elle voulait se faire ligaturer les trompes, ce qu'elle a fait à la fin, non sans mal, c'est un autre sujet, où elle me disait, en fait, elle se posait la question si elle pourrait me donner ses ovocytes, et la loi aujourd'hui, c'est non. Donc en fait, on n'a pas fait les recherches, mais il y avait mm, que certains pays où le don, était pas anonyme. Là aussi, il y a un souci. Si je dois faire le deuil de mon enfant biologique, pourquoi je pourrais pas avoir celui de ma sœur qui à minima me ressemble? En plus, ma sœur et mm. moi, on se ressemble vraiment énormément. Le deuil est moins difficile, il y a quelque chose de familial. Moi, je vois avec mes neveux, mes nièces, certains se ressemblent. Mon fils est franco-algérien, il ressemble énormément à mon neveu qui est un petit blondinet, plus que peut-être à d'autres, donc c'est rigolo. Là aussi, mais ça, c'est parce que la France est extrêmement conservatrice sur ces sujets-là, Mm. de bioéthique au nom de, je sais pas, d'un préservation de je ne sais quel ordre. Mais moi, j'aurais aimé que ma sœur me. Peut-être que je n'aurais pas retenté autant de fois. Peut-être que je me serais résignée plus avant à me dire peut-être que l'enfant de ma sœur, enfin, ses dons, c'est son don d'ovocyte, pour me servir. Parce que, comme je disais, beaucoup de personnes m'ont posé ces questions-là sur le don, etc. Moi, je crois qu'à partir du moment où une maman porte l'enfant, il est le sien Mm. physiologiquement, il y a une transmission, enfin voilà. Pour le papa, c'est différent. Mais j'aurais eu moins de mal à avaler cette couleuvre-là que un don. Bien sûr, certainement, je l'aurais aimé, voilà, parce que tu le portes pendant 9 mois. Mais là aussi, il y a un deuil à faire. Cet enfant qui me ressemble pas, la question des origines, etc., etc. Donc là aussi, la France, elle a 100 ans de retard. Mm. Et ce que je veux Bien dire sûr. aussi, c'est que des pays plus progressistes, c'est pas pour autant l'anarchie. L'Espagne est très progressiste sur la cause LGBT, sur les homosexuels, etc. Ils ont pas, je crois pas qu'ils aient un taux. Tout le monde n'est pas devenu homosexuel, tout le monde n'est pas devenu transgenre, tout le monde n'est pas devenu ci ou ça. C'est pas parce qu'ils ont une législation qui s'adapte finalement à sa société que il y a eu d'un seul coup une promotion, comme on peut le voir sur certaines thématiques, l'identité de genre, etc. Enfin, il y a du deux poids, deux mesures. Certaines choses, en fait, on Mm. les met énormément en avant, alors qu'il y a plus de questionnements, j'allais dire, scientifiques à avoir que ça. Mais voilà, je pense que la France, elle est construite comme ça. On est dans une approche très conservatrice de tout ce qui est bioéthique, de tout ce qui est scientifique. Et notre modèle de centralisation amène certainement aussi à ce que la connaissance, elle soit réservée à une élite. On voit bien la France sur la scène internationale, parfois elle ne voit pas qu'elle a décliné. Elle se voit encore, moi j'ai parfois l'impression qu'on se voit encore au siècle de fin Louis XIV, quoi. On règne Mm. sur le monde, alors qu'il y a des fois, le monde n'en a rien à faire de ce que la France, elle pense. Et je pense C'est que, ça. enfin voilà, l'Espagne, moi on m'a souvent dit ça, l'Espagne a toujours été prise pour un pays en retard, parce qu'il y avait la crise de la dette, etc. L'Espagne est sacrément en avance sur beaucoup de choses, sur deux domaines prioritaires, l'éducation et la santé. L'éducation en France, je pense qu'on n'a pas besoin de débattre sur le sujet quand on entend ce qui se passe dans les périscolaires, etc. Euh, J'imagine que ça existe aussi en Espagne, mais l'éducation, elle est fondamentalement différente et la santé aussi. Donc pour moi, l'éducation et la santé, ce sont vraiment deux baromètres d'une société, de comment elle va. Et je pense que la France va très mal dans ces deux domaines. Et c'est malheureux parce que les deux conditionnent l'avenir. J'ai vu aussi qu'en Espagne, dernièrement, ils avaient accordé un congé menstruel. Est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Parce que j'ai pas. Oui, alors c'est une avancée sociale. Alors c'est toujours difficile à évaluer. Je pense que c'est bien. Mais chacun réfléchit avec sa grille de lecture. Moi, la mienne, c'est j'ai eu toute ma vie très mal au ventre. J'ai eu mes règles à 11 ans. Donc, j'ai eu des fois où je pouvais plus marcher, je pouvais plus parler, je pouvais plus bouger. Je me vidais. Euh, et des jours où, clairement, je n'aurais pas pu aller travailler. J'ai la chance de travailler depuis chez moi, donc ça règle beaucoup de questions. Je ne sais pas si je serais très à l'aise de dire en entreprise j'ai un congé menstruel parce que, enfin, sans le dire, hein, si ça arrive tous les mois ou à des périodes régulières, je ne sais pas si j'aurais envie d'être stigmatisée sur ça. Mais
C'est pas parce que moi j'ai pas envie que d'autres doivent pas avoir ce droit. Donc je pense que globalement c'est une avancée, sociale parce que ce sujet-là, c'est un sujet qu'on connaît toutes en tant que femme. Tu vas voir ton Mmh. gynéco et tu lui dis: «J'ai mal au ventre», «Bah oui, prenez la pilule». «Non, mais j'ai pas envie de prendre la pilule». «Ah bah du coup, il y a pas de solution». «D'accord, merci, au revoir». Mmh. On parle d'autres sujets, la ménopause, la périménopause, c'est les mêmes sujets, c'est les mêmes sujets, c'est la santé de la femme, qui doit pas avoir de place dans l'espace public, mais c'est plus globalement, les femmes de manière générale et là aussi sans rentrer dans un militantisme excessif. Moi j'ai voyagé étant enceinte, j'avais pris très peu de ventre, et donc du coup, enfin, on me laissait jamais passer, je pouvais pas m'asseoir parce qu'on me prenait pas au sérieux, parce que j'étais pas assez enceinte. Heu Quand tu es dans l'espace public avec des enfants, en tant que femme, tu es vulnérable. On va Mmh. écraser la poussette, on ne te laisse pas passer, quand bien même le symbole, il est plus que clair que tu as priorité. Ce débat en France avec les enfants dans les lieux publics, est-ce que le sujet, c'est que les enfants y crient? Non, c'est que le lieu public n'est pas adapté. Tu prends le train, moi aussi, bien sûr, quand je suis en première ou dans l'espace à faire, j'ai envie de travailler calmement. Mais est-ce que c'est la maman qui voyage avec son enfant qui est responsable du fait que le train, c'est pas adapté? Il y a pas d'espace de jeu. La Suisse a des trains adaptés, par exemple, elle a des espaces de jeu pour les enfants. Moi, je suis une maman qui voyage avec mon enfant et une maman qui voyage pour travailler. Donc, bien sûr, je veux la paix quand je veux bosser, je veux pouvoir me concentrer. Mais voilà, est-ce que c'est à moi de régler le problème de la SNCF? Pour moi, la SNCF a encore raté une occasion de rebondir sur sa com de manière intelligente. Bien sûr, je trouve ça chouette qu'on réserve des trains en fait à la clientèle affaires. Mais pourquoi le présenter comme ça? Pourquoi ne pas rebondir sur l'opportunité de dire qu'on va aménager des trains spécialement adaptés pour les enfants? Je ne sais pas si tu as déjà changé ton enfant dans un train? Enfin, moi j'ai peur il chope plus de trucs qu'autre chose. Les toilettes, c'est dégueulasse, c'est pas adapté. Mmh. Tu peux les changer, aller jusqu'à 1 an et après il faut te contorsionner l'enfant. Ça, c'est vrai dans les avions, aussi. Voilà, l'espace public n'est pas pensé pour nous. Alors on nous parle de réarmement démographique, je veux bien. Et ben oui, il faudrait peut-être que la société soit plus inclusive et je pense que quand on devient maman dans l'espace public, on se rend compte à quel point, les personnes qui souffrent de handicap, elles sont exclues de la société. Mmh. Il y a des gares où il y a pas d'ascenseur, donc en fait, j'ai entendu des gens qui me disaient: «Je prends le train à la gare suivante». Tu te dis, «Ces personnes payent des impôts comme tout le monde, donc voilà». Oui et puis ils sont capables de faire des trains divisés en 2 parties pour les premières classes et secondes classes. Pourquoi ils peuvent pas faire une partie, business, sans enfants et une autre partie, pour les enfants où il y a des jeux, quoi? Et c'est pas que Tout est français, possible. hein, c'est pas que français, je pense que c'est général. Aujourd'hui, les gens, ils Mmh. sont touchés par les enfants, point. Mmh. Moi, comme je te disais, je voyage beaucoup avec mon fils et j'ai fait enfin, on est parti à Zanzibar au mois de janvier en business class, une compagnie allemande. Alors, je sais pas si c'était lié à la nationalité, mais quand je suis rentrée avec mon fils en business, j'ai vu tous les yeux, quoi. Ils étaient tous, en apnée, quoi. C'était un vol de jour, 11h45. Alors mon fils est relativement calme, parce qu'il a l'habitude, mais parce que, bah, j'ai anticipé les jeux et cetera. Ça, c'est une culture, on va dire, occidentale, mais quand il avait 6 mois, j'ai voyagé à Dubaï en business. Il y avait le PDG d'une compagnie, très grosse compagnie pétrolière mondiale, qui était en first. Son équipe dirigeante était en business, où moi j'étais et bah, en fait, lors du moment de enfin, lorsqu'il s'est agi de déjeuner, en fait, ils sont venus vers moi et m'ont demandé si, bah, de prendre mon fils pour me laisser manger et ça, c'est une culture orientale. Je vais pas dire Mmh. le pays justement parce que je veux pas enfin voilà, mais c'est aussi des mentalités. Ça aurait pu m'arriver en Amérique du Sud, aussi. En fait, où il y a voilà, ils étaient super contents, j'ai pu manger tranquille, mon fils n'a jamais pleuré. Il y a des choses à revoir aussi sur notre société qui sont dysfonctionnelles. Alors on peut opposer certainement des choses à des cultures qui sont plus, communautaristes, ou plus familiales ou plus collectives, mais il y a aussi des choses en fait dont on devrait, continuer, à s'inspirer. Et là, je le dis, c'est des cadres dirigeants d'une compagnie pétrolière mondiale. Donc c'est pas un larbin, c'est pas une femme de ménage, c'est pas une Mmh. boniche, c'est pas une nounou. C'est le directeur général d'une compagnie pétrolière mondiale qui m'a proposé ça. Et donc en business class, donc là où les gens payent pour avoir la paix. Mmh. Ouais, ouais. Comme quoi la solidarité peut venir de n'importe où, ça suffit pas Ouais, de ouais, ouais. Mais c'est vrai que, enfin, ils m'ont donné une leçon aussi à moi en tant qu'occidentale, parce que
j'aurais peut-être pas osé, j'aurais peut-être pas spontanément proposé ça. Alors, c'était des messieurs qui étaient en âge de bientôt devenir grand-père, donc ils trouvaient ça mignon. Mais là aussi, j'insiste, c'était des hommes, c'était pas des femmes. Mmh. Donc, Mmh. ça me montre aussi quelque chose, c'est que on demande enfin, certaines personnes ne demandent qu'à à ce qu'on se comprenne mieux. Et c'est pour ça que je pense il y a deux types d'actions à mener. Pour les imbéciles finis, il faut gueuler très fort, hein, et pour les autres qui sont ouverts, leur montrer le chemin, dire viens, je te montre. Et moi, je vois que beaucoup de dialogues que j'ai pu entamer avec des gens autour de moi qui n'étaient pas forcément les plus réceptifs, mais pas fermés, comme tu le disais tout à l'heure, ils voient les choses différemment. Mmh. Parce que tu leur présentes ta réalité. Et ça, je pense qu'on doit continuer à le faire. Et si on ne veut pas nous entendre, il faut le dire de plus en plus fort. Oui et puis, j'entends souvent aussi ce discours, je sais pas si tu l'as déjà entendu, c'est, qu'en fait, nous, en tant que femmes, ce genre de profil ne va pas nous écouter, mais par contre, ils écoutent les autres hommes. Donc en fait, c'est aux hommes, par exemple, Oui. il y a un groupe de copains, un qui raconte qu'il a fait une dinguerie à une autre femme et tout ça, et que c'est aux autres hommes de lui dire, bah en fait, je suis pas ok avec ça et en fait, j'ai plus envie de te côtoyer parce que si t'es capable de faire ça, je sais pas ce que t'es capable de faire d'autre, quoi. Il y a Et du du coup, boulot, hein, je ça, pense, hein, parce ouais, que ouais. le mec qui va dire ça, c'est quoi? C'est pas un mec. C'est ça le truc, hein, c'est qu'il y a une stigmatisation. Et je pense effectivement enfin, il faut pas qu'il y en ait que un, il faut qu'il y en ait au moins deux, etc., etc., etc. Comme la parole qui se libère pour les femmes, mais je suis tout à fait d'accord. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut des campagnes de Ah non, c'est sûr. sensibilisation, d'éducation, etc., de Mmh. montrer, voilà, voilà, on nous a bien éduqués à laver nos mains avant d'aller manger. C'était les campagnes de sensibilisation à la santé publique il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Bah, je pense qu'il faut qu'on fasse ça aussi. Mais est-ce qu'on est représenté dans l'espace public? C'est un point qu'on avait évoqué et c'est un point qui est difficile à dire en tant que femme. Mais moi, je ne me sens pas vraiment représentée en tant que femme pour certains sujets qui parlent de moi. Est-ce que j'ai envie d'être représentée sur la PMA par quelqu'un qui a 50 ans et qui a les cheveux gris? Non, parce qu'elle ne me ressemble pas. Mmh. Euh, et elle y peut rien. Elle a le mérite d'exister, mais clairement, aujourd'hui, en tant que femme, et ça c'est l'autre, enfin c'est le travers, c'est que on le voit. Moi, je pense souvent à Marlène Schiappa par rapport à ça. Quand tu es encore désirable, on te prend pas au sérieux parce qu'il y a une présomption de séduction, il y a une présomption d'incompétence, il y a une présomption de tout ce que tu veux, mais en tous les cas, il n'y a pas la présomption de compétence et de légitimité. Et c'est aussi la raison pour laquelle ces sujets avancent difficilement parce qu'on peut que prendre la parole dans une position donnée. Moi, j'aime beaucoup écouter Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle fait autorité. Pourquoi? Parce qu'elle a aucun code féminin. Elle a les cheveux courts, elle a les cheveux gris. Il n'y a plus ce sujet de la désirabilité. Mmh. Et il faut le reconnaître. Marlène Schiappa, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, c'est pas le sujet. Mais on l'a beaucoup humiliée parce que c'était une femme, parce que c'était une maman, et pas juste parce qu'elle venait de la société civile ou pour ses idées, etc. Enfin, il y Mmh. avait, je pense, peut-être 20% des choses qui avaient un rapport avec ça. Et donc, du coup, on va pas te prendre au sérieux. De la même manière qu'on refuse des parcours de PMA à des femmes qui sont jeunes parce qu'elles ont 20 ans, 25 ans, et que du coup, elles n'ont qu'à attendre. Ça va finir par marcher tout seul. Mais Mmh. pourquoi? Elle veut un enfant maintenant. Pourquoi on n'a pas le droit d'accéder à cette demande? Et là, on voit qu'il y a des discriminations. Pourquoi alors dans ces cas-là, en tant que femme, si on veut recourir à un don de sperme parce qu'on n'a pas le conjoint, parce qu'on a envie maintenant, on va à l'étranger, on le paye et c'est Mmh. réglé. Voilà, mais on revient toujours à la même chose, c'est la question du coût. Si tu as les moyens, tu as des options. Si tu n'en as pas. Et c'est aussi pour ça que je pense que politiquement, l'âge des femmes en politique doit diminuer. Bien sûr, en tant que maman, c'est encore plus compliqué. Je ne suis pas immunisée du ça. Je suis chef d'entreprise. Je sais bien à quel point c'est compliqué d'avoir des enfants en bas âge et de tout concilier et de sortir de cette stigmatisation parce que la maman travaille, parce que la maman voyage, c'est pas une bonne maman. Et là Mmh. aussi, il y a beaucoup de femmes qui doivent revoir leur discours parce qu'elles participent de cette stigmatisation. Il y a aujourd'hui tout ce mouvement des tradwives qui ont envie d'être à la maison. Alors chacun son délire. Je veux dire, moi, Mmh. c'est pas le mien. Et moi, justement, moi qui ai eu des difficultés pour avoir un enfant qui était plus que désiré, moi, je suis pas du tout une maman à la maison. Enfin, je suis pas du tout dans ce profil-là. Et je me rappelle quand j'ai accouché de mon fils, ma sœur, qui a eu des difficultés aussi pour avoir ses enfants, pour d'autres raisons, m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée.
Bah, welcome, chez les moms quoi, parce que, quand tu arrives chez les mamans, en fait, tu as les problèmes de toutes les mamans. Tu n'es plus une maman PMA, Mmh. donc en fait, la question de l'allaitement, moi j'ai allaité, mais peu de temps. J'ai pas, alors j'ai vu ma sœur qui a allaité pendant 18 mois, ça m'a pas du tout donné envie. Voilà, moi je vais avoir une vision de l'éducation où mon rôle de maman, c'est de rendre mon fils autonome, qu'il puisse vivre sans moi. Tu as des personnes qui ont des visions de l'éducation, on doit tout faire ensemble, on doit être collés ensemble, on les autonomise pas. Je respecte tout ça. Mais là aussi, il faut gueuler très très fort pour être crédible, pour être légitime et pour dire moi aujourd'hui je peux le faire parce que j'ai eu mon enfant en PMA, donc entre guillemets j'ai assez souffert. Donc en fait, Mmh. mon avis a le droit d'être entendu. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. En fait, je crois il y a beaucoup de travail sur ça, alors que paradoxalement, on va être OK avec l'inclusivité sur des questions de genre, des personnes qui ne se sentent pas de l'identité de genre qui leur est assise à la naissance, etc. Bah, si on est OK pour ça, je pense que, enfin, on peut être OK pour d'autres choses. Mmh. Voilà, je pense que, enfin, des podcasts, des choses, enfin voilà, de la sensibilisation, de l'éducation, en fait, ça en passe par là et ça prendra du temps. Moi, chaque fois, ce que je me dis, c'est que j'espère que ben, celles qui me suivent, elles souffriront moins que moi, et qu'elles n'auront plus à souffrir. Voilà, parce que personne ne mérite de souffrir. En tous les cas, pas à ce point, s'il y a des alternatives qui sont possibles. Toi, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu souhaiterais changer? Dans le parcours ou Dans tout, dans ta manière de le partager avec ton entourage, dans ton parcours, maintenant qu'il y a plein de choses que tu sais, que tu savais pas, à l'époque? J'aurais aimé savoir, j'aurais préservé mes ovocytes à 20 ans pour, Mmh. avoir tous les cas de figure, de la vie. Ça, c'est vraiment le aujourd'hui, j'ai pas de deuxième enfant à cause de ça. Parce que, Mmh. parce que je vieillis et que la qualité ovocytaire est de moins en moins bonne et cetera. Donc ça, j'aurais aimé en fait et ça devrait être un droit fondamental, même pas soumis à débat. On devrait le rembourser comme on rembourse, le Doliprane, vraiment. Dans mon parcours, il n'y a pas beaucoup de choses qui seraient à changer. C'est qu'on a eu beaucoup de malchance et ça aussi, il faut l'accepter. Voilà, on a eu beaucoup d'embryons et cetera. Ça s'est pas accroché. J'aimerais avoir, plus d'accès à la connaissance, de manière, on va dire, démocratisée. Moi, j'ai eu cet accès parce que je l'ai cherché. Je demande pas en fait à pleurnicher, à ce qu'on m'écoute, tout ça, enfin, voilà, ça c'est propre à chacun. Mais voilà, j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé démarrer plus tôt. Et ça, je pense que il faut le crier tellement fort parce que quand tu n'as plus le choix, bah, c'est très compliqué, quoi. On voit bien toutes les personnes qui arrivent à la fin de leur vie, qui disent bah, si j'avais su ça ou si j'avais fait ça, etc. Et là, on peut pas inverser la vapeur, quoi. Mmh. Qu'est-ce que tu penses, tu sais, du fait qu'on cache une grossesse pendant les 3 premiers mois? Bah, je comprends, je comprends. Je comprends parce que déjà, tu as peur que ça marche pas. Alors moi, dans le cas de mon fils, comme c'est un embryon testé, je l'ai vécu différemment. J'étais plus sereine, et puis j'avais pas lu assez de trucs qui disaient que ça pouvait mal tourner quand même. Donc j'étais immunisée de ça. Hem, je pense qu'il y a des emplois que tu auras pas, si tu le dis. Quand il y a des questions qui sont posées encore, «Est-ce que vous êtes en couple?» Enfin, d'une manière ou d'une autre pour savoir. Ça, Oui, de toute manière, c'est des questions qui sont interdites en entretien, oui, oui, normalement, hein. mais parce qu'elles sont interdites, on n'a aussi pas le droit de te discriminer à raison de ta religion. Mmh. Est-ce que c'est respecté? C'est pas le cas. Ça reste Je héroïque. Mais je trouve aussi que, enfin, il y a ce bonheur de le vivre qu'à 2 jusqu'à voilà. Et ça, moi, ça fait partie de beaucoup de bonheur que la PMA m'a enlevé, c'est-à-dire que, ben, en fait, pour tenir, il faut que tu partages, hein. Peut-être j'aurais aimé qu'on le partage qu'à 2 parce que, ben, à partir du moment où tu as un transfert, tout le monde est sur son WhatsApp 5 jours après à attendre les résultats. Un truc qui est horrible, c'est, de dire à tout le monde: «Ça a pas marché». Alors tout le monde dit: Mmh. «Ouais, je suis désolée». Et tu en remets une couche. Alors c'est très gentil, mais ça aussi, il faut le supporter, il faut l'encaisser. Est-ce que tu as envie de répéter l'histoire 12 fois? Mais pareil, il y a pas de remède, à ça, c'est le parcours qui veut ça. Mais je pense qu'il faut, être plus compréhensif des femmes qui vivent ça et aussi pas dire: «Ah oui, là, elle est tarée à cause des hormones». Il y a des femmes que vraiment ça rend tarée. Mmh. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent autour de la maternité,
Dans le fond aussi, je regrette pas d'être devenue maman plus tard parce que je suis une maman différente. J'ai 2 sœurs qui sont plus jeunes que moi, qui sont mamans différentes. Moi, je suis beaucoup moins stressée, je suis moins angoissée, je veux vraiment que mon fils soit super autonome et pas parce que je me dis: «Je vais mourir, jeune». C'est pas J'ai pas tous ces stéréotypes, de la mère parfaite. Par exemple, en Espagne, il y a beaucoup ce dogme de l'allaitement, «Ah bon, tu allaites pas? Ton enfant va être malade». En fait, je m'en fous de ça. Mais à 20 ans, je m'en serais pas en foutue parce qu'à 20 ans, j'aurais vraiment cru ce qu'on me disait. J'aurais Mmh. cru que c'était grave, j'aurais cru beaucoup de choses et du coup, il y a plein de mamans qui seront comme moi, en fait, qui vont avoir des enfants plus tard et c'est un âge de sérénité. Enfin, j'ai accompli beaucoup de choses, dans ma vie déjà et que je peux raconter à mon enfant. Enfin voilà, j'ai fait 2 tours du monde, j'ai créé mon entreprise et cetera et ça, je veux changer pour rien au monde. En fait, Mmh. d'avoir un enfant tard, alors c'est finalement un peu plus tard que ce qui était prévu puisque le parcours a pris du temps, mais beaucoup de femmes sont dans mon cas. En fait, moi quand j'ai accouché, je me rappelle, on parle peu de ça aussi, du postpartum, j'avais qu'une hâte, c'était que mon fils aille à la crèche quoi. Parce que j'en avais marre de ces journées, tous les jours la même chose, le caca, le pipi, le bain, les décharges, les pleurs de décharge et cetera. Et je le disais pas parce que tu mis longtemps pour avoir ton enfant et là, du coup là tu en Mmh, as tu marre. dois être heureuse d'avoir cet enfant. Oui et moi, en fait, je Mmh. me rappelle, je me disais: «Mais je veux retrouver ma vie, en fait. Moi aussi, je suis une personne» et aujourd'hui, beaucoup de mamans, en fait, c'est tradwife, je pense qu'il y en a dans le lot 50 qui, suivent une suggestion très forte de la société, qu'elles doivent être des mères, parfaites et alors qu'ils vont te dire qu'elles prennent des vacances, quand les enfants prennent des vacances, il y en a aussi, ce qu'elles disent pas, c'est que ou qui arrêtent de travailler, ce qu'elles disent pas, c'est que, bah, elles ont pas les moyens. Moi, quand je vois une maman, qui essaie de me faire la leçon à me dire, elle prend des vacances toutes les fois où ses enfants prennent des vacances, elle élève ses enfants, sous-entendu toi tu n'élèves pas, ton enfant. En fait, je me dis: «Qu'est-ce qu'elle fait de sa journée? Ils vont à Disney tous les jours? Non, en fait, ils regardent la télé, ils se baladent au parc et cetera». Moi, ce que je me dis et ça, c'est ma vision, ça n'engage que moi, mais c'est pour ça que j'accepte pas qu'on me culpabilise sur ça. Moi, mon enfant, lorsque je suis en congé, je suis en congé comme toutes ces mamans, je suis à dispo à plein temps et en fait, il a du contenu de qualité. Alors est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Mais voilà, enfin, si j'étais à la maison, je suis pas sûre qu'il serait plus heureux. Et aussi parce que, ben, ma vision de la femme, c'est je veux qu'il ait une maman qui travaille, qui est courageuse, qui se bat, qui se réalise. Je veux que ce soit ça sa vision de la femme et parfois j'ai l'impression dans la société dans laquelle on vit, on va vers de la régression comme si, il y avait des femmes qui voulaient retourner à un temps, enfin qui n'a peut-être même jamais existé. En fait toutes ces femmes, on s'oppose pas, mais comme on vit dans une société de clivage, de blanc, de noir, de bien, de mal, et on le voit aussi sur le plan religieux. Soit tu es dans la bonne team, soit tu es un perdu de la vie. En fait, non, il y a il y a en fait un entre-deux ou de gens, et j'espère que cet entre-deux grossira, de gens qui sont ni l'un ni l'autre, et qui font comme ils peuvent. Et voilà, moi, je ne me considère pas supérieure à des mamans qui élèvent leurs enfants et qui ont fait le choix d'arrêter de travailler. J'ai beaucoup de respect pour ce choix, parce que c'est un choix difficile, c'est pas facile. Mais j'accepte pas que certaines me fassent la leçon parce qu'en fait, elles ont pas autre chose dans leur vie et qu'elles veulent me vendre un truc qui a l'air génial alors que moi, ça me fait pas rêver du tout. Donc il faut Mmh. cet entre-deux. Non, je te comprends parfaitement parce que moi j'adore être maman, j'adore, mon fils, mais j'aime bien aussi quand il est pas là parfois. Mais combien de mamans disent ça dès que tu Mmh. l'as dit, avant que tu le dises, quand elles savent pas encore dans quel team tu es, elles le disent pas. Et Mmh. là, voilà, en fait, il y a un certain âge, en fait, où tu t'en fous ce qu'on pense de ce que tu dis. Moi, je me rappelle, je suis partie, en fait, mon fils, quand mon fils est né, il avait 1 mois et 3 semaines et je suis partie, en Éthiopie, à Addis Abeba pour le travail. Heu, on m'a demandé: «Il est où ton fils?» Hem Si j'avais pas eu 42 ans quand je l'ai eu, je serais pas allée déjà, parce que la société m'aurait tellement conditionnée, je serais pas allée. C'était un voyage professionnel qui était fondamental pour la pérennité de mon entreprise. Moi, ces 3 jours, j'ai revécu. En fait, c'était les premiers 3 jours où j'ai, dormi, où j'ai retrouvé un cerveau de personne normale, où j'avais du temps pour moi. Mais dans la question, enfin, il y avait la réponse, quoi. Qui s'occupe Mmh. de ton enfant? Bah, mon enfant, il vit sa best life et point. Moi, j'en étais convaincue. Alors je dis là non plus pas, c'est que c'est la meilleure éducation. C'est chaque maman, je pense qu'elle sait ou elle fait comme elle a envie. Elle sait ce qui est mieux pour son enfant. Moi, je compare mes neveux, mes nièces à 6, 7 ans, ils ont pas encore trop dormi ailleurs. Moi, mon fils, il est plug and play, tu le mets où tu veux, avec qui tu veux.
qu'il connaît bien sûr. Il n'y a pas des crises, des hurlements, des machins. Bien sûr, il a besoin, comme tous les enfants, d'être rassuré à l'heure du coucher. Et moi, je me dis, enfin, ça, c'est pour moi, dans ma vision, c'est mon job de maman de rendre mon enfant autonome. Et je suis tout à fait OK avec, si tu me disais que toi, ton job de maman, c'est d'être toujours là quand il a besoin, d'être dispo. Pour moi, c'est OK. C'est pas mieux, moins bien. Et je refuse en fait ce clivage dans lequel les gens veulent qu'on entre et qui est devenu sociétal, hein, et qui est Alors après, amplifié par les réseaux. tu vois, je pense que ça dépend aussi du caractère de l'enfant. Oui, Parce que bien je suis sûr. un peu comme toi, j'éduque mon fils de manière à ce qu'il soit autonome le plus possible. Mais le fait est que dans son caractère, mon fils, c'est une sangsue. Il veut être avec maman tout le temps, en permanence. Et pourtant, depuis qu'il est tout petit, on l'a emmené à droite, à gauche, dormir chez tonton, chez tata, aller chez papy, chez mamie, chez machin, tout ça. Mais alors, moi, dès que je suis plus en ligne de mire, c'est très compliqué, tu vois. Et justement, ce que Et tu décris, c'est cet entre-deux, en fait, c'est que tu mm, composes, il n'y a pas de recette miracle. Moi, j'ai un mm, neveu, il est pas, voilà, il a un TDAH, il est HPI, il est HPE, c'est pas possible. Il a eu des troubles de l'oralité, il a du mal, enfin voilà, c'était compliqué quand il est né pour s'alimenter, et on sait bien les liens entre alimentation et indépendance, enfin, autonomie, etc. C'est pas genre ma sœur ne le laisse pas grandir, c'est pas ça. C'est que c'est un mm, enfant qui effectivement, il coopère pas sur tout. Donc effectivement, oui, ça dépend des enfants, mais là aussi, c'est les mamans c'est les parents qui savent en fait, l'éducation qu'ils ont envie de donner. Et si tu trouvais que c'était problématique, enfin voilà, tu réagirais certainement en conséquence. Tu dois certainement juger que, bah, c'est OK pour ce point, bon, ce point on va encore un peu travailler et c'est OK. mm, Mais voilà, tu es pas là à donner des leçons, ou avec ces yeux de mépris, parce que ça, enfin voilà, ça c'est souvent, l'exemple que je te donnais tout à l'heure sur dans l'avion, hem, quand tu voyages en avion avec des nourrissons, il y a une bannette, hein, jusqu'à à peu près 6 mois, c'est leur espèce de couffin. Donc des fois quand j'ai pris l'avion, donc je m'occupe de mon enfant jusqu'à ce qu'il soit l'heure de dormir. L'heure de dormir étant arrivée, je le mets dans la bannette puisqu'il va dormir. Donc jusque-là, la société, je suis une maman. Je sors mon ordinateur, ah bah, les regards sont plus les mêmes, quoi. Et ça m'est arrivé, mais pas une fois, ça m'est arrivé 10 fois. Au début, j'étais respectable parce que j'étais cette maman dévouée, qui fait tout ce dont son enfant a besoin, et je sors l'ordinateur dans la minute dans laquelle il dort, et là, bah, le regard, il change un peu. Donc là aussi, il faut que tu sois solide. L'âge t'aide, mais avant, peut-être que si on m'avait regardé comme ça, j'aurais rangé mon ordinateur. Parce mm. que bah, tu te sens, oui, moi, mon enfant, il dort dans la minute après, bah, j'ai du boulot. Enfin, on est plein de mamans, à genre, l'enfant, il dort, 3 minutes après, tu es occupé, quoi. Moi, je suis un robot quand il dort. Mm. Euh, et voilà, parce que j'ai fait le choix d'être pleinement dispo quand il est là. Donc, en fait, on trouve toutes nos compromis. Et la PMA, bah, elle change rien à ça. C'est pour ça que quand je te disais, ma sœur, quand elle me dit, bah, tu es devenue une maman comme les autres, ça fait du bien parce que c'est vrai que je pense que quand on est maman PMA, on a du mal à sortir de ce truc-là. Et c'est vrai que je l'ai très vite oublié. En fait, moi, j'ai aucun problème à dire aujourd'hui, mon fils, j'avais envie de l'encastrer dans le mur parce qu'il était insupportable. Euh, et j'ai pas de problème à dire ça. Mon enfant n'est pas parfait, il n'écoute pas 100% du temps, et c'est OK. Bah, ça reste un enfant comme les autres, quoi. Exactement, exactement. Euh, Toi, vis-à-vis de ton entourage, ou par exemple, si tu as une amie qui se lance dans un parcours de PMA, j'ai cru comprendre que tu en avais. Euh, comment tu fais pour être soutenante sans trop imposer qu'est-ce que toi, tu aurais attendu aussi pendant ton parcours Alors, des j'ai personnes eu qui t'ont beaucoup de chance, accompagnée? ouais. J'ai eu beaucoup de chance parce que dans la majorité des cas, il y avait les bons mots. Il y avait, enfin, le cadre était là. En fait, je pense que c'est comme quand tu perds quelqu'un, c'est comme quand quelqu'un meurt. En fait, moi, j'ai souvent dit ça. Moi, j'étais très proche de mes grands-parents, et quand j'ai eu des amies proches qui ont perdu leurs grands-parents, dont elles étaient très proches aussi, ce que je disais, c'est que je sais qu'il y a pas de mots. Il y a pas de mots qui apaisent, que le temps va aider, que, dans le cas d'un deuil, les bons souvenirs, en fait, c'est cette Madeleine de Proust qui va t'aider. Dans le cas de la PMA, c'est, peut-être autre chose, c'est,
Prends tout l'amour qu'on te donne, prends tout le positif autour de toi pour tenir. Et donc j'aurais aimé que certaines personnes se taisent davantage, qu'elles ne disent pas quelque chose parce qu'elles veulent être gentilles, parce qu'il y a des phrases qui font trop mal. Peut-être de se documenter, si elles veulent dire quelque chose pour ne pas tomber, à côté. Moi, parfois, ma mère, elle me disait des choses, ma sœur qui a eu des difficultés pour avoir un enfant, elle disait: «Ouais, non mais bon, elle est à l'ouest». Elle faisait pas exprès, mais c'était ma mère et elle avait le droit de pas savoir. C'est pas sa génération, ça n'existait pas et cetera, mais de se documenter, voilà, de se documenter ou alors de se taire et dire, «Je suis là pour toi, si tu as besoin de parler». Voilà, en fait, de laisser à l'autre l'espace, laisser à la personne qui vit cette situation, le choix de la possibilité de fixer les règles, de fixer les Mmh. règles de l'échange. Que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc parfois, enfin, il y a des choses qu'il faut pas dire et qu'on sait pas. Et moi aussi, je dois commettre des impairs, auprès de personnes qui me sont chères sur d'autres sujets et de se dire qu'en fait, le silence, c'est OK, aussi et de dire juste: «Je suis là, pour toi» et je enfin voilà et mes amies, en fait, les plus proches, bah, c'est les mots qu'elles ont eus. Et puis aussi de dire, bah, que tu es forte en fait, hem, je mesure peut-être pas aujourd'hui à quel point ça a été utile, parce que j'en suis pas encore totalement, enfin sortie, immunisée. Quand les autres te disent: «Tu es très forte», en fait, tu as pas cette, quand tu pleures tout ça, ou que tu te dis, enfin: «J'y arriverai jamais», en fait, ça te nourrit aussi beaucoup, de te dire, «Ouais, j'ai accompli beaucoup». Moi, pour avoir mon fils, j'ai accompli ce que beaucoup de personnes ne seraient pas capables de faire et aujourd'hui, je peux le dire à haute voix, sans arrogance, sans prétention, mais tout le monde ne serait pas là, aujourd'hui ou ça lui aurait coûté, bien plus. Moi, je suis debout et je sais à quel point ça a été dur de me relever, à chaque fois. Parce qu'il y a pas eu une fois, il y a pas eu 2 fois, il y a eu 50, 60 fois. Tu dois te relever, mais de tellement de trucs et là aussi, en fait, dégager les personnes, inutiles dans votre vie, quoi. Les gens qui sont jaloux parce que là aussi, la PMA, ça ravive quelque chose d'autre. C'est que la PMA, c'est le choix d'un couple délibéré d'avoir un enfant. Il y a des gens qui ont un enfant parce que c'est arrivé, par accident, heu, pas trop choisi, et donc du coup, les couples qui tiennent sont des couples qui suscitent aussi parfois beaucoup de jalousie, parce que c'est un couple qui tient. C'est un couple qui s'aime vraiment très fort. On compte pas les cas de PMA où les enfants enfin où le couple se sépare Mmh. parce que voilà. Donc ouais, des personnes où tu sentais par exemple le conjoint, il voulait pas de deuxième enfant, alors que toi en fait il est OK et que c'est un projet commun. Ouais, mais peut-être un, c'est bien aussi. Tu sentais que la phrase, elle était quand même pas complètement gratuite, ou parce que tu alors on l'a jamais dite, mais j'imagine que ça peut arriver. Est-ce que tu es sûre que c'est le bon père? Est-ce que tu envisages pas ça autrement? Je pense qu'il y a des femmes, mais qui on entend de tout. Et Mmh. donc, enfin, le conseil, c'est taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous. Et quand quelqu'un parle de son parcours, ce n'est que son parcours. Moi, mon parcours, il ne vaut que pour moi. Quand je vois des politiciens, je pensais Marine Tondelier qui évoquait sa grossesse. C'est génial qu'elle en parle. Alors, je ne sais pas non plus à quel point elle l'utilise politiquement, mais elle avait déjà un enfant. Et ça vraiment, enfin, je suis désolée de le dire, mais ça nous sépare de celles qui n'en ont pas, qui n'en auront peut-être jamais, de celles qui ont déjà franchi la ligne d'arrivée. Moi, quand j'ai eu mon fils, ma gynéco m'a dit une phrase au moment où elle l'a sorti: «On y est arrivé. En fait, on a franchi la ligne d'arrivée». Les mamans en PMA, elles savent ce que ça veut dire parce que la ligne d'arrivée, enfin, elle était longue. Même pour celles, j'ai envie de dire, où ça a fonctionné du premier coup parce qu'elles peuvent l'avoir vécu avec difficulté. Voilà, donc c'est enfin voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait, dont je pense qu'il faut avoir plus conscience, tout simplement. Ouais et puis tout simplement, poser la question, de quoi tu as besoin et si tu as besoin de rien là, sache que je suis là, Ouais, mais comme quand une maman accouche, «Viens, je t'apporte à manger, pour les 3 prochains jours», voilà, c'est la même chose. Aujourd'hui, on en parle aussi plus librement. Avant, c'était, moi, j'ai entendu des phrases: «Oui, mais moi, ma mère, elle a eu des enfants, elle a travaillé, la maison était nickel». Oui, bah, c'est cool, mais c'est pas mon projet de vie, quoi. Et puis est-ce qu'elle était épanouie là-dedans? Personne s'est pas sûr. intéressé, bah, voilà, c'est ça. Mmh. C'est pas parce que c'était fait, voilà, moi je nourris, 0 passion pour le ménage, si ma femme de ménage le fait bien, ça veut pas dire que je sais pas le faire, ça veut pas dire que je saurais enfin que je le ferai pas, mais c'est pas mon choix.
Et Mmh. aujourd'hui, il y a des fois, j'ai l'impression que les choix des femmes, il faut les gueuler très, 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 très fort pour qu'on daigne nous entendre. Et quand on nous entend, il y a aussi toujours ces insultes, parce que les femmes, en fait, on se prend toujours la même insulte. Je ne vais pas la dire, mais on la connaît toute. Elle est en 4 lettres, on la connaît toute. Mmh. C'est quoi que tu fasses, c'est toujours la même chose. Soit tu coopères, soit tu coopères pas, c'est trop libre, t'es pas assez libre. Enfin, voilà, on est toujours la même chose. Et ça, il y a des phénomènes culturels, religieux, etc. Puis il y a plein de choses qui l'entretiennent. J'allais dire, on aura gagné le combat le jour où ce mot il sera plus prononcé. Voilà, parce Mmh que mh. ce mot il nous définit toutes. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et qui te semblent importantes? Non, je crois qu'on a fait le tour. Mmh. Si je devais conclure, je dirais que, ouais, il faut vraiment, que les solutions soient connues et c'est pas très, patriote de dire ça, mais perdez pas votre temps en France. Si vous voyez que ça marche pas, ne perdez pas votre temps en France parce que c'est pas la sécu qui va pleurer pour vous, si ça marche pas. Si vous avez pas d'enfants, c'est vous qui allez devoir vivre avec ça, donc endettez-vous, si c'est votre projet, en fait, et je sais que c'est pas le possible pour tout le monde, moi, j'en serais morte, en fait, j'en aurais crevé de pas avoir d'enfant et de la Mmh. personne qu'on aime a fortiori, quoi. Parce qu'on peut toujours vous dire: «Bah, tu changes de conjoint». Bah oui, tu changes de conjoint, voilà, c'est réglé, mais je pense qu'on peut pas nier ce désir qui n'est pas que le désir d'une femme, c'est le désir d'un couple, en fait, qui a envie de donner vie, en fait, à son histoire, d'amour et ça, on oublie aussi beaucoup en PMA que la PMA, c'est une histoire d'amour, que ce soit des mamans solo, hein, ou qui veulent un enfant toutes seules. Voilà, au départ, c'est de l'amour et je pense que c'est l'amour qui devient, un dossier administratif, c'est quand même très violent. Toi, si tu avais pas rencontré ton conjoint, est-ce que tu aurais fait un bébé toute seule en PMA? Ouais, clairement. Ah oui, oui, clairement, Mmh. clairement, enfin, clairement, oui, oui, si j'avais pas rencontré le bon conjoint, ça suppose un deuil aussi, mais parce que je suis construite comme ça. Mmh. Heu, voilà, enfin, pour moi, je voulais me réaliser en tant que mère et là aussi, c'est quelque chose parfois de compliqué à dire dans une société parce que, j'ai voulu me réaliser aussi en tant que chef d'entreprise, dans ma carrière professionnelle, mais clairement oui, enfin, j'aurais fait le même parcours hein, toute seule, je me serais endettée, je serais allée bosser à McDo, j'aurais fait mais n'importe quoi. Et j'aurais eu un enfant, même si on n'avait pas voulu, même si on n'en avait pas voulu un deuxième et que j'en avais voulu un, en ayant des liens ensemble. Hem, mais je redis, c'est ma manière, enfin, c'est moi qui suis construite comme ça. C'est, Mmh. je pense que comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir été élevée par des parents et surtout par un père, parce que moi, mon père m'a eu à 16 ans, par un père qui, nous a dit que l'indépendance, enfin la liberté, c'était la clé de tout. Et ça donne en fait, ça te conditionne dans ta construction. Ça veut dire que si je veux quelque chose, je le cherche, point. Et donc si j'avais voulu avoir un enfant toute seule, bah, voilà, j'ai pas eu ce plafond de verre Mmh. et ça m'a enlevé, ça enlève beaucoup de choses, quoi. Parce que j'ai des amis, d'autres cultures, qui, sont à l'âge borderline, qui veulent un enfant, n'ont pas le partenaire, mais leur culture, leurs croyances ou leur environnement social fait que ce serait mal vu d'avoir un enfant, seul et qu'elles préféraient peut-être dire qu'elles ont rencontré quelqu'un qui les a abandonnées plutôt que d'assumer, parce que, bah, socialement on n'est pas égales donc je Mmh. mesure aussi la chance, tu vois? Il faut dire ce qui va pas, mais je pense que enfin, voilà, les petites filles, doivent aussi être éduquées, dans ce sens-là, de prendre le contrôle de leur vie et parce que c'est important. Parce que personne Mmh. ne va faire ta place. Bien sûr. Est-ce que si on souhaite te contacter pour échanger avec toi sur le sujet de la PMA, tu acceptes qu'on t'envoie des messages? Avec plaisir, tu vas sourire, mais parmi mes amis, genre je suis leur référente, gynéco, parce que j'ai eu un parcours, qui fait que j'ai entendu tellement de choses que parfois, enfin, il y a je compte, on va dire, plusieurs grossesses hein, de d'autres personnes à mon actif, hein, de personnes qui étaient, pas qu'en France, hein, mais dans d'autres pays où ils ont fait des transferts,
ça a jamais marché, embryon pas testé, endomètre pas vérifié et cetera et du coup, enfin, en leur disant: «Mais tu perds ton temps en France, va en Belgique, va en Espagne, va je sais pas où», elles l'ont fait parce que j'ai été dure, en fait. J'ai dit: «Mais tu perds ton temps, tu auras jamais d'enfant». Mais parce que moi j'aurais pu Mmh. être elle, en fait. Si, moi j'aimerais être moi-même cette personne dans la vie de quelqu'un d'autre, de secouer et de dire, «Réveille-toi» parce que, oui, c'est gratuit, mais et il y a des personnes qui se disent: «Bah, j'ai encore 3 chances en France et après je vais faire à l'étranger». Le coût psychologique, et puis le temps qui passe parce que tous les mois, à partir de, je vais pas dire 35 ans, mais à partir de 40 ans, tous les mois c'est et puis on n'est pas égal. Il y en a, c'est, 40 ans, il y en a, c'est 42. Voilà donc en fait, si ça marche pas, ne perdez pas votre temps. Donc Mmh. oui, avec Oui, plaisir, puis ça, c'est si on a encore la chance, de ne pas être ménopausée à cet âge-là, parce que moi, j'ai une amie, elle a pas 35 ans, elle est en ménopause, là. il y a des solutions, Mmh. aussi. Il y a des solutions, aussi dans d'autres pays. Alors, ce qui parfois est un peu déplorable, c'est qu'il y a des pays dont la législation est contestable. C'est un peu tout et n'importe quoi, tout est OK. Il y a des pays où on peut choisir le genre, mais là aussi, enfin, c'est pas à moi d'avoir un avis, sur ça. Mmh. Si c'est leur souffrance à eux, enfin, voilà, je veux dire, j'ai pas d'avis à avoir là-dessus. Mais parfois, il y a des pays où on peut le voir hein, pour d'autres choses, les implants, par exemple, capillaires, les soins dentaires. Il y a des pays où la législation, tout est OK, mais est-ce que les conditions sanitaires sont réunies? Moi, le dernier essai qu'on a fait était en République tchèque et j'y retournerai pour rien au monde. C'était moins cher. La prise en charge était à peu près OK, mais on m'a donné un protocole qui se donne plus ici depuis 15 ans. Genre, même avec un don de sperme, l'embryologue, il a pas su choisir un bon spermatozoïde et puis, Mmh. enfin, voilà, ça m'a vaccinée, quoi. J'étais là: «Non, mais heureusement que, enfin, je suis pas allée dans ce pays». Alors qu'il y a des personnes qui vont jurer que par la République tchèque, mais faute de moyens aussi et puis, elles vont peut-être jurer que par ça parce que ça a marché du premier coup. Moi, si, Mmh. ça a marché du premier coup, peut-être que je dirais, autre chose. Moi, j'ai, entre guillemets, dans toute cette difficulté, j'ai eu la chance de voir tout ce qui n'allait pas et que, bah, je suis ce type de personne où, bah, je le vois et puis, enfin, voilà, je me construis comme ça, en fait, à partir du moment où j'ai identifié, je me dis: «Bon, allez, là, j'ai du contrôle sur ça». On peut modifier, les choses, mais on n'est pas toutes câblées comme ça. Donc, il y a Mmh. aussi une question de santé publique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent se mettre à risque. Par exemple, Chypre, qui permet la sélection du sexe, bah, les cliniques peuvent se tromper dans les embryons. Il y a des histoires elle avait deux ovocytes, on a donné à l'autre pour lui dire que comme elle avait payé une garantie de nombre d'ovocytes donnés, etc. Donc on s'expose aussi voilà. Et ça, c'est aussi un risque de la politique française. C'est Mmh. qu'une femme qui veut un enfant, elle en a rien à faire du code de la sécurité sociale. Franchement, vraiment. Mmh. Et elle va tout faire pour avoir l'enfant qu'elle souhaite. Je connais tellement de parcours différents. Quand tu disais l'exemple de la personne ménopausée, moi j'ai une amie qui, en fait, elle faisait que des fausses couches. En fait, elle avait déjà eu un enfant naturellement, mais en fait, son corps, en fait, avant les 3 mois, il y avait un problème immunitaire. Donc, en fait, elle tuait l'enfant. Et bah, ils ont monté un dossier. Elle a donné ses ovocytes. Son mari a donné son sperme. Et ils ont implanté tout ça après FIV dans le corps de sa sœur. Bien sûr, c'était pas en France. Donc en fait, à la fin, elle a adopté son enfant biologique. Et voilà. Est-ce qu'on est obligé de passer par tout ça? Et là aussi, qu'est-ce qui a fait que c'était possible? Les moyens intellectuels et les moyens financiers. Moyens Mmh. intellectuels, se documenter sur la solution. Voilà, aujourd'hui, elle a un petit garçon dont elle est super contente et voilà, mais certainement, ça aurait pu être plus simple parce que, alors, la France, à mon avis, la GPA, c'est pas avant les 1000 prochaines années, mais si, par exemple, on pouvait avoir un don, non anonyme, moi, si j'avais pas su, ma sœur qui attendait, et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est pas un geste anodin, je veux dire, c'est ton enfant biologique, hein, donc mais je pense que vraiment dans la PMA, je pense qu'il y a en fait, il y a un mot d'ordre, c'est vraiment l'amour. C'est l'amour, Mmh. c'est l'amour qui fait que tu arrives à la ligne d'arrivée. Vraiment, Mmh. parce que sans ça la force aussi bien sûr tout ça, mais la force en fait, il faut du carburant et le carburant de la force, c'est l'amour qu'on te donne et c'est l'amour Mmh. du c'est quelque chose de structurant en fait. Si tu as pas ça, moi je me demande demain ce qui est le plus important dans ma vie, c'est vraiment l'amour parce que ça te guérit de tout. Oui, bien sûr. Du coup, où est-ce qu'on pourrait te contacter? Bah, par mail, ouais, par mail.
Ok, eh ben, écoute, je mettrai ton mail du coup dans la description de l'épisode. D'accord. Merci Laetitia pour Merci à toi, ton Justine. témoignage. Je trouve que c'est hyper important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez et c'est important de connaître tout ça et de pouvoir du coup faire évoluer les choses. Merci à toi pour l'intérêt pour ce sujet et puis le temps pris justement pour faire connaître ce sujet-là. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion. À la semaine prochaine!